Voilà, donc je vais passer la parole à Jacques, donc, du pôle véhicule Effectivement, du donc futur. j'ai partagé mon écran. Je vous invite à couper les caméras. Ça fera, pour ceux qui ont des problèmes de bande passante, ça fera gagner un peu de bande. Alors, Juste une petite précision, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, comme nous sommes en petit comité, n'hésitez pas alors je parle sous le contrôle de Jacques, hein, n'hésitez pas à prendre la parole pour demander des précisions au fil de l'eau. oui, tout à Oui, fait. Tout à fait. N'hésitez vraiment pas à nous interrompre. On va essayer de faire une pause à chaque un peu changement de thème. Comme ça, vous pouvez reposer des questions pour éviter de trop couper. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. oui, Sinon, parfois on c'est est plus parti facile trop au loin. fil de l'eau, slide par slide. N'hésitez pas en tout cas, on est ouvert sur le sujet. Alors, juste pour nous donner l'ordre du jour là, de la petite 2 heures qui nous attendent, un petit peu moins maintenant. Donc, on va faire une présentation du pôle très rapide et un peu les missions de nos clubs autour de l'hydrogène. Ensuite, on va replacer l'hydrogène dans le système énergétique, un peu quelques rappels par rapport à l'énergie, la consommation d'énergie et tout ça, ou pourquoi l'hydrogène est un sujet qui vient au devant de la scène. Ensuite, des sujets autour de comment on produit, comment on stocke, comment on reconvertit l'hydrogène en électricité. Un chapitre autour des applications autour de l'hydrogène. Et ensuite, pour terminer, chaîne de valeur, briques technologiques, on va rentrer un peu plus dans la technique. On essaiera d'être adapté à ce que vous avez besoin. Donc voilà, c'est là où on pourra pas mal laisser libre cours un peu aux questions et aux sujets qui vous interpellent encore par rapport à vos activités. Alors, je te passe la parole, Emeline, si tu veux. Oui, parfait. Donc le pôle véhicule du futur est sur les 2 grandes régions que sont la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Ces 2 grandes régions couvrent 44% de la production auto et mobilité française. Le siège du pôle est situé à Étupes, juste à côté de Montbéliard, mais la plupart des salariés sont basés sur Melouse. On a néanmoins d'autres sites, tels qu'une personne qui est donc responsable du site de Nevers-Manicourt, une personne basée à Nancy, une personne basée à Saint-Dizier. Aujourd'hui, le pôle véhicule du futur, ce sont 500 adhérents, donc 445 entreprises. On a un objectif donc en 2022 d'atteindre les 600 adhérents. Et surtout, on a 55% environ de PME qui constituent notre réseau d'adhérents. Donc le pôle véhicule du futur, c'est le réseau des acteurs de la filière automobile, transport terrestre et mobilité plus généralement dans ces 2 régions. On est répartis en 2 branches. Une branche Perfoest, performance industrielle, la performance des entreprises de la filière auto, où on est sur l'accompagnement et la croissance des entreprises, mais également la montée en compétences des salariés. Et on a une branche innovation, qu'on détaillera un peu plus par après. Au sein du pôle, ce sont donc aujourd'hui, donc on n'est plus à 20, on est à 22,5 personnes, très précisément, qui sont au service des 500 adhérents, et on est pôle de compétitivité depuis 2005. L'innovation, en quelques chiffres, hein, donc depuis 2005, ce sont 469 projets qui ont été accompagnés. Donc le chiffre augmente régulièrement, mais en tout cas dans le dernier rapport d'activité, c'est ce chiffre-là qui est sorti, dont 227 projets qui ont été financés, et ces projets financés représentent 784 millions d'euros. Après, on a des projets de type européen, on labellise également des formations, on accompagne des créations d'entreprises. Voilà. Et parmi tous ces projets accompagnés, 138 sont à ce jour terminés. Je te laisse passer. Merci, Jacques. Alors, au niveau de la partie performance industrielle, il y a plusieurs programmes qui permettent d'accompagner donc les entreprises, tant je le disais, sur l'amélioration des performances, mais également la montée en compétences des salariés. On a aussi bien un accompagnement sur ce qu'on appelle l'industrie du futur, mais qu'on appelle également l'industrie 4.H. On a également des programmes de type RSE. On a de l'achat groupé au niveau des énergies. Voilà. Donc ça, ce sont nos collègues de côté Perfoest. Pour certains, du coup, vous êtes déjà en relation avec eux, qui se chargent de cette partie-là. Côté innovation. Ouais. Merci Jacques. Côté innovation, alors on a 3 programmes différents. On a un premier programme qui est sur la mobilité servicielle et les véhicules autonomes. On a un programme qui, lui, est sur la partie matériaux et industrie du futur, et un programme autour des énergies
et propulsion. On est vraiment sur tout type de mobilité au niveau de l'innovation et je dirais même plus sur l'hydrogène plus spécifiquement. On ne s'intéresse pas qu'à la mobilité, on est là sur une filière émergente. On s'intéresse à toute la chaîne de valeur de la production aux usages pour aider la filière à émerger. Le pôle véhicule du futur a créé une infographie mensuelle pour tenir au courant ses adhérents de ce qui se passait sur l'hydrogène. Donc, on vous a mis pour info la première qu'on a lancée au mois d'avril. Donc, depuis 2005, ça fait bien 16 ans que la filière hydrogène est animée. 320 millions d'euros, c'est le montant des projets hydrogène accompagnés par le pôle. Et en clin d'œil, la plaque d'immatriculation de la FCTH2 qui a été la première voiture homologuée en France à hydrogène. Et donc, ça fait déjà 10 ans puisque c'était en 2011. Alors là, j'en profite de la question sur les régions de l'Avance. Là, effectivement, l'Avance, elle est sur la Bourgogne-Franche-Comté parce que les 16 ans, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas un Grand Est. C'est vrai, mais vous vous défendez bien, vous vous rattrapez. Au niveau de l'hydrogène, donc on a 2 programmes régionaux. On s'est présenté tout à l'heure. Jacques porte le programme Dynamise, donc le développement d'une filière industrielle en Grand Est. Pour ma part, je porte un programme qui s'appelle Défi, mais on communique assez peu sur le nom Défi, mais développement de la filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté. Et chacun d'entre nous, en fait, on a pour but vraiment d'accompagner le développement de la filière en animant notre territoire. Et chaque programme a ses propres objectifs qui sont affichés à l'écran et que vous pourrez retrouver dans la présentation. Pour ces programmes, donc on a un accompagnement déjà de nos financeurs. Donc, côté Dynamise, on a différents soutiens au niveau de l'État, de la région Grand Est. C'est un programme qui a été monté par le pôle avec 12 autres partenaires. Donc, ils sont 13 partenaires au total à constituer le consortium Dynamise. Du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, les soutiens financiers sont de l'ADEME et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et le club a été monté autour donc, de 6 partenaires qui sont institutionnels uniquement. On vous a fait une petite cartographie géographique pour que vous vous rendiez compte un petit peu d'où viennent les adhérents des clubs. Donc, majoritairement, ils viennent de nos régions, de la région du pôle, Bourgogne-Franche-Comté ou Grand Est. Et néanmoins, les acteurs dans notre région commencent à se connaître entre eux et les opportunités de business, elles sont partout. Donc, on a désiré ouvrir les frontières de ces clubs pour permettre de meilleures synergies entre les acteurs. Donc, on le voit, le club Grand Est a des acteurs un petit peu sur toute la France. Côté Bourgogne-Franche-Comté, c'est la même chose. On en a même un donc à l'île de la Réunion. Donc, c'est pour le petit clin d'œil un peu exotique. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'avec tous nos adhérents, finalement, on couvre toute la chaîne de valeur. Donc, on a moyen d'accompagner les projets de la meilleure des manières en trouvant des partenaires au sein même du réseau du pôle directement. Peu importe le club, les missions sont grandement similaires. Elles sont orientées autour de 3 grandes thématiques. Je dirais que la première, c'est l'information et l'orientation, parce qu'on a des adhérents qui sont là essentiellement pour avoir une veille informative et pour être au courant de ce qui se passe au niveau de l'actualité France, région, monde, et également sur la partie veille, appel à projet, pour pouvoir commencer à se projeter dans leurs projets sur la partie financement, même si après, on est là pour les accompagner de manière plus proche. Concernant la structuration et l'animation, alors là, on a chacun une feuille de route régionale qui permet d'articuler le projet autour de celle-ci. Néanmoins, au sein même du club, on est là pour créer du réseautage. Alors, bon, la période Covid n'a pas aidé, mais du réseautage même au travers de webinaires, de mettre en avant nos adhérents, de communiquer sous une bannière identique, que ce soit Dynamise ou le Club Hydrogène Bourgogne-Franche-Comté, vraiment de montrer qu'on accompagne une filière dans son ensemble. Et enfin, quand on fait un focus sur la partie accompagnement valorisation, excuse-moi, on est sur la partie également salon, formation, déploiement et bien sûr le montage des projets de R&D, puisque c'est quand même le cœur du métier au niveau du pôle. Merci Jacques. Au niveau des ressources du projet, donc Jacques et moi-même, on s'est présentés. Jacques est accompagné par Nicolas Kéromès, ingénieur d'études basé à l'Université de Lorraine, qui est arrivé en novembre 2019. Et côté Bourgogne-Franche-Comté, je suis accompagnée par Pierre Singer, qui est ingénieur d'études au FC Lab et qui est arrivé en mars 2021. Et on constate que nos missions à Jacques et moi-même sont communes et que les missions de nos ingénieurs d'études sont également communes dans le seul but d'accompagner nos membres. Effectivement,
on sent bien que le duo animation et technique est très important parce on a beaucoup de membres qui poussent des fois des questions très techniques et le fait de pouvoir être accompagné de quelqu'un de très compétent dans le sujet technique et qu'on puisse répondre, ça, c'est quelque chose, un service qui est quand même très apprécié. Oui, Jacques et moi, on a des missions plutôt transversales. Effectivement, on a un vernis, on est capable d'apporter un premier niveau d'accompagnement, mais très rapidement, on se tourne vers nos experts. Voilà, donc sur la deuxième partie, moi, je vais vous replacer la problématique de l'hydrogène dans le système énergétique. Donc, je vais commencer par des graphes de Jean-Marc Jancovici. Alors, vous le connaissez peut-être, c'est quelqu'un qui est assez connu sur toutes ces argumentations sur le réchauffement climatique et tout ça. Alors, d'une manière d'anecdote, hein, Jean-Marc Jancovici ne promotionne pas l'hydrogène, mais il a quand même des arguments qui sont très bons par rapport à l'introduction du sujet. Donc sur le graphe de gauche, vous avez l'évolution de la demande énergétique par personne. Donc vous voyez, on démarre avant l'ère industrielle et on voit qu'au départ, on consomme essentiellement du bois pour faire de l'énergie et un petit peu de charbon. Et progressivement, avec l'arrivée des nouvelles énergies, on consomme donc du pétrole, puis du gaz. Donc voilà, au fil de l'eau, les nouvelles énergies arrivent. Et on se rend compte quand même d'un phénomène, c'est que par personne, ben, il n'y a pas une énergie qui en replace une autre, mis à part le bois qui diminue, toutes les autres se rajoutent. Donc au final, on rajoute des nouveaux services et qui fait qu'aujourd'hui, si on considère qu'un homme à peu près dépense 100, c'est Nicolas qui présente d'habitude, je vais faire une erreur, mais 100 watts-heure. Cela représente à peu près 200 esclaves. C'est comme si nous avions, nous, pour notre confort, 200 personnes qui travaillaient à nos services pour qu'on puisse avoir le confort qu'on a aujourd'hui. Et donc, vous avez, donc ça, c'est par personne. Et sur la droite, vous avez ça qui serait plutôt représenté par rapport à la population mondiale. Donc, vous vous rendez compte qu'effectivement, dès qu'on rajoute nos 7 milliards d'habitants sur cette planète, bah, la consommation énergétique, elle devient énorme. Et donc, voilà, donc ça a des impacts très, très importants, hein. Alors, juste en précision, hein, on consomme 4 fois plus de consommation par personne en 150 ans et 30 fois plus au niveau de la consommation mondiale, au niveau de l'énergie. Et donc, cela a des conséquences non négligeables, hein, que vous connaissez quand même normalement tous. Alors, la première, c'est les problèmes de pollution d'air, hein. Donc, que ce soit le bois, le charbon, le pétrole, on génère des particules et des pollutions. La deuxième conséquence, c'est les émissions de CO2. Et donc, le deuxième graphe montre le réchauffement climatique qui est plutôt un dérèglement climatique, mais qui se réchauffent peut-être plus au niveau des pôles qu'au niveau des équateurs, mais qui ont les conséquences dont on n'a même pas besoin de l'expliquer. Regardez les infos à peu près tous les jours, et tous les jours, vous voyez une conséquence de ce réchauffement. Ensuite, on a aussi les réserves de nos ressources. Aujourd'hui, on annonce 39 ans de réserves de pétrole, 200 ans de charbon et 60 ans de gaz naturel. Alors bien sûr, ces chiffres évoluent tout le temps, hein. Si le pétrole le baril est très très cher, on va commencer à aller chercher du pétrole beaucoup plus difficile à exploiter et subitement les ressources, elles réaugmentent. Enfin, les réserves réaugmentent. Donc au final, on sait qu'on a quand même encore un peu de réserve, mais elles diminuent tout de même. Et donc il faut quand même se poser la question un jour, même si les changements climatiques nous poussent à aller demande à aller plus vite. Sur le graphe de droite, vous avez aussi l'effet de la facture énergétique française, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on importe l'essentiel de nos énergies, que ce soit le pétrole, le gaz. On n'est pas producteur, mis à part l'électricité. Le reste, on importe beaucoup et ça nous fait une facture énergétique énorme qui serait intéressant de pouvoir de nouveau relocaliser en ayant nos propres énergies. Et donc, en tout dernier,
tout en bas, la cinquième courbe, c'est une courbe qui représente la problématique des énergies renouvelables. Donc effectivement, on se développe fortement dans les énergies renouvelables. Tous les pays ne vont pas forcément à la même vitesse, mais aujourd'hui, on a la difficulté de l'intermittence de ces énergies. Et donc, nous avons des énergies qui sont pas forcément disponibles au moment où on en a besoin. On le voit bien du photovoltaïque pendant l'été, beaucoup plus présent, alors que toutes les industries s'arrêtent au mois d'août. Donc voilà, on en consomme quand même beaucoup moins d'énergie, alors qu'on en consomme plus en hiver. Alors par chance, l'éolien compense un peu le soleil au niveau du vent, mais tout de même, on a largement des productions d'électricité qui ne sont pas forcément là au bon moment où on en a besoin. Donc ensuite, nous allons vous parler de tout ce qui est production, stockage et réélectrification au niveau de l'hydrogène. Il y a peut-être quelques questions d'ici là. Oui, c'est vrai qu'on pourrait aborder les questions déjà. J'en ai juste vu une passer dans le chat, savoir si vous aurez accès à la présentation. Oui. Désolé, je ne vois pas le chat, étant donné que je partage. Il n'y a pas de souci. Je ne crois pas qu'il y en ait. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres questions, mais juste savoir s'ils auraient accès à la présentation. Donc, à partir du moment où on a accepté qu'il y a un replay, il n'y a aucun souci pour que vous ayez accès à la présentation. Ce qu'on fera peut-être, c'est qu'on la transmettra à Benoît Bernier et qu'il vous la diffusera. Je pense que ce sera le plus simple. A priori, pas d'autres questions. On va pouvoir continuer. Merci de surveiller les questions sur le chat, parce qu'effectivement, je ne l'ai plus sur mes écrans. Alors, tout d'abord, un tout petit peu de physique. Alors, le tableau que vous voyez à gauche vous rappelle peut-être quelques vieux souvenirs. Donc, les tableaux des éléments. Donc, vous avez l'hydrogène qui est tout en haut en vert à gauche, qui est finalement le plus petit élément que l'on retrouve. Hein. Et donc, c'est un élément donc, le plus petit qu'il se trouve très peu, alors on verra un tout petit peu plus loin, qui se trouve très peu à l'état naturel sous forme d'hydrogène. Donc, de toute manière, il se combine en général par deux. C'est pour ça qu'on dit dihydrogène ou H2. C'est parce qu'en général, on a deux atomes d'hydrogène. Mais ces atomes se retrouvent très peu dans l'état naturel sur notre planète, mais par contre représentent tout de même 92% des atomes de l'univers et 75% de la masse connue. Donc au final, c'est quand même des atomes qu'on retrouve beaucoup. Certes, c'est beaucoup les constituants de nos soleils, donc effectivement, ça fait des masses importantes, mais par contre, c'est quand même un élément qu'on retrouve. Alors sur notre planète, on le trouve dans beaucoup d'éléments, mais les éléments qu'on côtoie au quotidien, dans lesquels l'hydrogène est le plus présent, c'est dans l'eau, donc H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, et le méthane, donc c'est le gaz naturel que vous avez, qui est l'élément principal du gaz naturel que vous avez pour chauffer ou pour faire la cuisine, pour ceux qui sont abonnés au gaz. Et donc là, vous avez un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Pour ceux qui aiment bien la physique, alors c'est Nicolas qui d'habitude est bien performant là-dessus. On vous a quand même mis l'énergie qu'il faut pour séparer l'hydrogène d'un atome d'eau. Donc voilà, donc il faut amener une énergie pour pouvoir casser ces molécules. Alors pour toutes les questions physico-chimiques, Nicolas se fera un plaisir de vous enseigner. Méfiez-vous, hein, ça risque après d'aller très très vite dans la technique. Alors ensuite, au niveau production, aujourd'hui, sur la planète, on produit à peu près 60 millions de tonnes d'hydrogène, donc en 2019. On en produit 9 millions en Europe et à peu près 900 000 tonnes en France. On est à peu près à 10% de la production européenne. Donc vous voyez quand même que c'est déjà des volumes très conséquents. Hein. Alors quelqu'un qui dit que c'est une filière nouvelle, sur ce point-là, ce n'est pas nouveau. On produit de l'hydrogène déjà depuis des décennies. Et donc, en fait, vous voyez que par rapport à la production, donc la barre de gauche, on fait essentiellement de l'hydrogène en vaporeformant du méthane. Donc, ça veut dire qu'on va casser la molécule
de méthane que je vous ai présenté sur le slide précédent. Mais également, on peut aussi faire par oxydation partielle de coupe pétrolière ou par gazéification du charbon. Et un tout petit peu d'électrolyse. Aujourd'hui, vous voyez, ça représente 4%, un petit peu plus en Europe. Mais finalement, aujourd'hui, la production d'hydrogène, elle est surtout faite à partir d'énergie ou d'énergie fossile. Et sur le graphe de droite, vous voyez l'utilisation de cet hydrogène et vous vous rendez compte que c'est surtout des usages industriels. Donc, l'une des plus grosses parties, c'est pour le raffinage du pétrole. C'est pour dessoufrer nos carburants que l'hydrogène est utilisé, mais également toute la production d'ammoniac aujourd'hui qui est utilisée essentiellement dans les fertilisants. L'agriculture, pour les engrais. L'agriculture, effectivement. Et on a bien sûr après dans l'électronique, dans l'industrie agroalimentaire. Alors quand on vous parle de margarine hydrogénée, c'est que vous avez un peu d'hydrogène dans vos margarines. Voilà. Donc c'est l'usage aujourd'hui, c'est quand même essentiellement la chimie et la pétrochimie. C'est une, je vais peut-être le préciser là. Donc comme je vous l'ai dit, on part essentiellement. Alors là, c'est la production mondiale, la répartition. En Europe, on est quasiment que sur du vaporeformage. Donc, on casse des atomes de méthane. Donc, quand on cassonne un atome de méthane, on va retrouver du CO2 et c'est ce que je vais vous montrer dans le slide suivant. Donc, je vous parlais de gazéification. Alors, on parlait à partir du charbon. Alors, pareil, c'est quelque chose qui est très vieux. Donc, si vous avez souvenir, enfin, je pense que plus personne autour de la table se souvient des messieurs qui allaient allumer nos lampadaires. En fait, c'était du gaz qui était fait à partir de charbon. Et donc, on cassait, on mettait de la vapeur et on recréait un gaz qui était du CO et de l'H2. Et donc, au final, c'est avec ça qu'on faisait, on appelait ça le gaz de ville. Maintenant, aujourd'hui, c'est le gaz naturel, donc qui n'est pas le même. Et donc, ce gaz de ville était constitué de CO et de H2. Et donc, au final, on utilise ça depuis très, très longtemps, même si c'était quand même très dangereux. Le CO est très toxique. Pour faire, alors là, c'est pareil, je vais aller très, très vite. Hein. Ça, c'est les réactions que l'on fait pour pouvoir casser la molécule de méthane. Mais ce qui est très important à savoir pour nous qui ne sommes pas forcément chimistes, c'est la phrase en bleu, c'est que 10 kg de CO2 émis par kilo d'H2. Si on part du méthane, si on part du charbon, c'est encore pire au niveau… alors effectivement, on a aussi la formule chimique dans le cas du charbon et qui dit qu'il y a encore plus de CO2 qui sont émis dans le cas d'utilisation du charbon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que la production d'hydrogène n'est pas très vertueuse parce qu'on émet quand même beaucoup de CO2. Et pour vous donner des chiffres pour se rendre compte du volume que ça représente, nous avons près de Mulhouse une plateforme chimique où l'INDE produit aujourd'hui 44 tonnes d'hydrogène par jour par vaporeformage. Donc ça quand même représente 440 tonnes de CO2 qui sont émis sur ce site-là quotidiennement. Donc c'est des quantités quand même assez astronomiques. Alors que finalement, on est capable de produire, alors 96% de l'hydrogène provient de ressources fossiles, alors que nous sommes capables de produire de l'hydrogène d'une manière renouvelable. Alors avec des techniques qui sont, on va les voir après, de l'électrolyse de l'eau à partir de biomasse et de nouvelles techniques qui sont aussi en train d'arriver. Et on parlera également d'un peu d'hydrogène natif. Oui, ça fait partie effectivement de ces nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Alors l'électrolyse de l'eau a effectivement un intérêt parce que là, on va casser la molécule d'hydrogène, la molécule d'eau. Et bien sûr, quand on casse la molécule d'eau, on va libérer de l'oxygène et on ne va plus libérer du CO2. Et donc, au final, c'est quelque chose quand même de très simple. C'est pareil, quelques vieux souvenirs du collège où on faisait cette manip-là, où on mettait 2 électrodes dans de l'eau avec un certain mélange qui permettait d'avoir de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, plusieurs techniques existent. Hein, l'électrolyse alcaline, qui est dans un électrolyte liquide. On a l'électrolyse PEM, qui est une électrolyse avec un polymère, donc plus du tout de liquide. Et il existe aujourd'hui aussi l'électrolyse haute température où on électrolyse plus de l'eau, mais de la vapeur.
et qui permet d'avoir un apport beaucoup plus faible en électricité, surtout dans les industries où on a déjà de la vapeur, où on a déjà du chaud. Ça évite finalement de recréer cette vapeur. Ce qui est important pour l'électrolyse de l'eau, c'est que certes, le procédé en lui-même ne dégage pas de CO2. Maintenant, ce qui est très important de savoir, c'est comment l'électricité à la base est produite. Et c'est là que se fera toute la différence sur le calcul global de l'installation. Ah, tout à fait, parce que en fonction de la situation du pays, les choses peuvent être très très différentes au niveau du bilan énergétique par rapport à cette C'est vrai. électrolyse. On n'a pas besoin d'aller bien loin. En France, on a majoritairement une électricité d'origine nucléaire. En Allemagne, bon, même si ça a tendance à changer, ils produisent encore de l'électricité à base de charbon. Et là, du coup, le bilan carbone n'est quand même pas tout à fait le même. Ouais, tout à fait. Et la Pologne, c'est totalement du charbon. Donc, et là, le bilan, il est vraiment très, très mauvais. Au niveau Donc, des différentes technos, si oui, tu veux, je prends ouais. celle-là si tu veux, Jacques. Au niveau des différentes technologies d'électrolyse, donc on a vu juste avant pour l'électrolyse de l'eau, donc on a deux technos, l'alcalin et le PEM. Alors chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients et va dépendre également de l'applicatif qui est visé. Aujourd'hui, sur la partie mobilité véhicule, on est plutôt sur la partie station, pardon, on est plutôt majoritairement sur de l'alcalin parce que la durée de vie est quand même beaucoup plus longue. Les stacks ont une durée de vie de 80 000 heures. Tandis que sur le PEM, on est plutôt à 40 000 heures. Il y a également aussi des notions d'encombrement, donc de génie civil au niveau de l'installation, qui fait que l'alcalin prend un peu moins de place que le PEM. Quand on est sur du SOEC, donc de l'électrolyse de la vapeur, là, on est plutôt sur des applications de type industriel parce qu'on a un procédé qui fonctionne à haute température, voire très haute température, puisqu'on est entre 600 et 1000 degrés Celsius. Et du coup, ça nécessite d'avoir de la chaleur fatale pour fonctionner. C'est pourquoi on est plutôt dans des milieux industriels. Alors, quelques autres solutions de production. Alors là, on parle de l'électrolyse, c'est quelque chose qui est quand même déjà quasiment sur étagère, enfin qui est sur étagère. Il y a plusieurs fabricants avec des solutions disponibles sur catalogue. Sur les solutions de production que je vous présente là, c'est des choses qui sont quand même beaucoup plus en démonstration, voire en laboratoire. Donc sur la droite, vous avez la pyrogazéification. Alors vous avez peut-être entendu parler du projet Erinoka à Strasbourg, qui est un projet de pyrogazéification de déchets de bois. Et donc, au final, la solution est un petit peu ce qu'on réalise lorsqu'on réalise le craquage, enfin l'hydrogène à partir de charbon. On amène notre combustible, on fait le séchage, on fait une pyrolyse, on amène ça à haute température et au final, en faisant un bon mélange d'air et de chaleur, on arrive à obtenir de nouveau un mélange de CO2 et enfin un mélange qui permet de faire du CO et du H2 et qu'on peut purifier. Alors, bien sûr, il y a encore d'autres gaz. L'idée, c'est de réussir de nouveau à le purifier et avoir de l'hydrogène. Donc, dans le cas du projet Erinoka à Strasbourg, ils ont un syngas qui vont brûler aujourd'hui pour faire du réseau de chaleur et qu'au fur et à fil de l'eau, la mobilité ou les usages à l'hydrogène vont se développer. Ils vont purifier ce gaz-là pour en extraire de l'hydrogène. Donc, c'est un démonstrateur à Strasbourg d'une échelle quand même assez conséquente avec 700 kg d'hydrogène par jour qui, s'il fait la preuve de la démonstration, pourra se développer dans plusieurs de nos territoires parce que la ressource bois est quand même, que ce soit en Grand Est ou en Bourgogne-Franche-Comté, quelque chose qui est une ressource assez importante. Ensuite, nous avons des choses qui sont quand même beaucoup plus anecdotiques, mais qui existent en laboratoire et il y a des expérimentations. C'est de réaliser de l'hydrogène à partir de bactéries. Donc, au final, on fait un savant mélange et en fait, en stressant les bactéries, en les mettant dans l'obscurité, en montant la température, elles produisent de l'hydrogène. Puis, on fait tout un cycle qui tourne et au final, on arrive à produire de l'hydrogène de cette manière-là. Une autre manière, c'est la photocatalyse. Donc, en fait, on utilise en apport d'énergie de la lumière du soleil. Donc, un peu à l'image de nos panneaux photovoltaïques. En fait, vous avez un genre de panneau que vous trempez dans l'eau ou voire même avec l'humidité de l'air peut convertir et casser les molécules d'eau pour en extraire l'hydrogène. Donc, ce serait un panneau photovoltaïque avec un tuyau à la place d'un fil électrique à la sortie. Vous auriez un tuyau
une connexion hydrogène. Et ce genre de panneau commence à être expérimenté. Et c'est effectivement une solution qui est très intéressante aussi. Un autre sujet, alors qui n'existait pas il y a 10 ans, enfin qui n'existait pas, qui n'était pas d'actualité du tout il y a 10 ans, mais quand même au Mali, donc la petite étoile jaune, dans les années 2000, hein, lors de forages pour chercher de l'eau, on a découvert une poche de gaz qui avait 95% d'hydrogène. Et donc, voilà, ils se sont dit, bah, voilà, on va laisser partir cette poche de gaz et au final, quand elle s'en finit, on continuera à creuser notre puits pour de l'eau. Et au final, ben, cette émanation de gaz ne s'est jamais arrêtée et s'est même amplifiée avec le temps. Et donc, au final, on s'est rendu compte que c'est plutôt une production continue du sous-sol. Et donc, on se rend compte petit à petit, il y a de plus en plus d'articles, de revues, de recherches sur le sujet. Alors, bien sûr, on connaissait le fait que de l'hydrogène était produite au niveau des dorsales sous-marines, mais là, vous allez à des milliers de mètres sous la mer. C'était quand même pas quelque chose d'exploitable, on va dire, pour pouvoir recueillir de l'hydrogène. Mais finalement, on se rend compte avec avec les observations et avec maintenant les photos LIDAR et les photos satellites qu'on a sur la planète beaucoup d'endroits qui émanent de l'hydrogène naturel. Et donc en juin, nous avons eu le premier forum international de l'hydrogène naturel ou hydrogène natif. Et donc nous avons sur nos deux territoires, on a une start-up qui s'appelle 458 Énergie, qui est basée à Metz, mais qui a un projet dans la Nièvre, alors pas sur de l'hydrogène, mais sur de l'hélium, parce qu'effectivement, il y a de l'hélium natif et de l'hydrogène natif qui émanent du sol. Et donc, suivant les puits, ben, il y a plutôt de l'hélium, il y a plutôt de l'hydrogène, ou il y a un mélange des deux. Et donc, dans la Nièvre, ça va être de l'hélium. Et l'hélium est très intéressant aussi parce que le cours de l'hélium est très important. Donc ça, c'est quelque chose il y a 10 ans, vous n'en entendiez pas parler, on en entend de plus en plus parler, et c'est peut-être quelque chose qui va arriver, qui sera d'une manière non négligeable comme ressource d'hydrogène, et ce n'est pas du fossile, parce que pour l'instant, toutes les démonstrations montrent que c'est de la production continue du sous-sol. Et pour la petite histoire, quand on était sur le salon hydrogène à Evolution l'année dernière, sur le stand Bourgogne-Franche-Comté, on a des pays d'Europe de l'Est, des chercheurs d'Europe de l'Est qui sont venus nous voir en disant, voilà, avec les observations satellites, on pense que vous avez de l'hydrogène dans les sous-sols. Donc, côté, alors ils ne nous ont pas dit précisément, hein, parce que en général, les recherches sont tenues secrètes par rapport à leur ronde sorcière, etc. Mais du côté d'Arquesnan, entre le Doubs et le Jura, par là, donc il y aurait des possibilités d'avoir de l'hydrogène dans le sous-sol. Bon, la plupart du temps, ce sont déjà des recherches plutôt d'hélium, parce que l'hélium est quand même très cher et très demandé, notamment dans les hôpitaux, etc. Mais s'ils arrivent à en tirer de l'hydrogène en plus, c'est tant mieux. Voilà. L'exemple qui est au Mali, c'est pas sûr qu'on en ait partout, mais en tout cas, il semblerait que dans les sols de Bourgogne-Franche-Comté, alors on nous demande si c'est Adol là dans le chat. Alors je sais pas, mais il paraît que quand on remonte à des années et des années en arrière, il doit y avoir un terrain qui est propice. Voilà, à un moment donné, dans cet arc, dans ce bassin jurassien. Voilà. Après, j'en sais pas plus. Mais pour dire que c'était des Ukrainiens qui sont venus nous voir, pour que des Ukrainiens nous abordent comme ça sur un salon en disant on voudrait faire des fouilles dans le sous-sol de Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'il doit y avoir des choses à trouver. Effectivement, vous voyez un triangle près de Moscou. Hein. Dans les années 2013, il y a les Russes qui avaient trouvé des émanations et c'est là où c'est quand même il y a beaucoup de choses qui se sont passées après le Mali, puis Moscou. Enfin, près de Moscou, on se dit qu'il y a quand même des choses à creuser. Et effectivement, alors je sais que dans le Beaujolais, quelque part dans le vignoble, il y a un petit quelque chose. Et sur le Grand Est, a priori, petit à petit, au fur et à mesure des informations, il y aurait effectivement aussi des émanations dans le Haut-Rhin quelque part. Mais on n'en sait jamais bien plus parce qu'effectivement, les prospections minières sont très convoitées et donc les gens ne dévoilent pas trop les endroits où sont ces productions d'hydrogène. Alors bien sûr, là, vous avez des exemples en images satellites des États-Unis. Ça représente des surfaces assez énormes. On ne va pas mettre un dôme pour collecter, hein, ça va coûter beaucoup trop cher. Après, il va falloir trouver des solutions, comment aller puiser à des endroits bien précis. Donc, c'est des solutions du futur, mais pas encore d'actualité, mis à part dans la Nièvre, où il y a effectivement une émanation qui est très facile à collecter a priori.
quelques mots sur le stockage. Alors, Si le tu veux, je m'en stockage. occupe, Jacques. Ouais, tu l'as fait, celle-là? Ouais, Ok. pas de souci. Donc, au niveau du stockage de l'hydrogène, l'hydrogène ayant une densité très faible à température et pression ambiante, si on ne le comprimait pas, on se retrouverait avec l'image de droite, qui est un non-sens total de se dire qu'on va rouler à l'hydrogène en transportant une remorque plus grosse que la voiture pour stocker l'hydrogène. Et du coup, pour faire 500 km avec un véhicule un véhicule léger, hein, une berline du quotidien, qui consomme 1 kg d'hydrogène pour 100 km, ça voudrait dire qu'il faudrait pour 500 km 56 000 litres. Donc du coup, il faut bien réduire le volume occupé par l'hydrogène et c'est pour ça qu'on opte pour la compression d'hydrogène. Donc, au niveau du stockage d'hydrogène, donc quand on est pour des applications industrielles où on n'a pas nécessairement besoin d'une compression du même ordre que pour les stations hydrogène, on est sur du 200 bars. Donc, c'est ce qu'on voit en haut à gauche. Ensuite, on a, alors j'ai pas les slides en entier, en bas à gauche, on a la liquéfaction, j'imagine. Jacques, si tu peux juste me confirmer qu'on est sur de la Oui, oui, tout liquéfaction à fait. d'hydrogène. On a la liquéfaction en bas à gauche. Donc, on est sur un stockage qui s'effectue à moins 253 degrés pour garder l'hydrogène à l'état liquide. Donc là, ça va être plutôt utilisé quand on a besoin d'une quantité énorme. Alors, il y a certains industriels sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté qui stockent de l'hydrogène liquide pour leurs applicatifs parce qu'ils n'ont pas besoin de l'avoir sous forme comprimée et parce qu'ils en utilisent des volumes énormes. Mais c'est également ce qui peut être utilisé dans le maritime. On a les hydrures, donc là on est sur un stockage solide sous forme de poudre, ce sont des matériaux sous forme de poudre, donc c'est un mélange d'hydrures qui permet en fait de stocker l'hydrogène à basse pression et en fait c'est un jeu entre la quantité de poudre, la quantité d'hydrogène et la température qui va permettre en fait de venir libérer l'hydrogène à basse pression également. Et là, c'est pour tout applicatif. On peut avoir des applicatifs aussi bien stationnaires que mobilité. On a notamment les vélos Pragma, où le stockage d'hydrogène est fait sous forme d'hydrure. Je voulais quelques mots sur le graphe, sur la compression, juste un petit graphe qui vous montre l'énergie nécessaire pour liquéfier. Donc, on peut atteindre sur des petites unités de liquéfaction d'avoir besoin de l'énergie, quasiment 100% de l'énergie qu'on stocke, qu'on a besoin pour le liquéfier. Donc, la liquéfaction est vraiment poussée que pour des usages, pour l'instant, très spécifiques. Alors, bien sûr, les fusées Ariane et tout ce qui est lancement de satellites. Mais après, c'est vrai que si on a des très grosses unités, ça devient, on atteint 20-30% d'énergie nécessaire par rapport à l'énergie stockée, ce qui est, dans le cas de la compression, quand même un peu plus facile. Donc sur la compression, vous atteignez plutôt les 5-10% au niveau besoin énergétique par rapport à l'énergie que vous allez comprimer, par rapport à l'hydrogène que vous allez comprimer. Vous avez aussi, il n'y en a pas en Bourgogne-Franche-Comté, mais vous n'êtes pas très loin. Il y a dans l'Ain et près de Nancy. Donc, il y a des stockages en cavité saline. Alors aujourd'hui, on a de stockage de méthane, hein, bien sûr, ce n'est pas encore de stockage d'hydrogène, mais c'est des voies qui sont envisagées. Donc, par exemple, l'image que vous avez là, c'est l'image à Serville, près de Nancy. Donc, il y a un golf pas très loin de Nancy. Quand vous jouez au golf, à quelques centaines de mètres sous vos pieds, vous avez des cavités où on stocke à peu près un quart de la consommation française de gaz. De consommation de Grand Est bon, en tout cas, dans tous les stockages souterrains français, on arrive à avoir un très, très grand volume de méthane qui sont stockés, donc de gaz naturel, qui permettent du stockage saisonnier et pour éviter aussi d'avoir des problématiques d'approvisionnement au niveau de la nation. On envisage ce type de technologie également pour l'hydrogène. Et les premiers tests sont en train d'être faits dans l'Ain, donc à Étré.
dont l'objectif est de vérifier qu'en injectant de l'hydrogène en injectant et en reponctionnant, en cyclant, on vérifie qu'on ne pollue pas cet hydrogène avec des particules, parce qu'effectivement, c'est important de garder un hydrogène relativement pur pour les usages. Du coup, on n'a pas passé de slide sur la partie stockage, je vois sur la mobilité. Donc, juste pour rappel ou pour information, quand on est sur la partie mobilité terrestre, le stockage, il peut être à 350 bars ou à 700 bars en fonction du type de véhicule. Généralement, dans la mobilité lourde, on est plutôt sur du 350 bars, donc ce qui va être bus, certaines bennes ordures ménagères, quoi qu'il en existe en 700 bars, les camions. Voilà. Et puis pour la mobilité légère, ultra légère, type véhicule particulier, Toyota Mirai, Hyundai Nexo, on est sur du 700 bars. Alors les usages de l'hydrogène. Alors les usages de l'hydrogène, on a une première manière d'utiliser l'hydrogène. Hein. La première, c'est de se dire, on va brûler l'hydrogène dans un moteur, comme on le fait, comme aujourd'hui, il existe des moteurs thermiques qui font essence et GNV, ou essence et GPL. Donc, c'était les premières idées au début des années 2000. Donc là, vous avez le cas de BMW qui avait fait des tests d'une voiture à bicarburation, donc essence et hydrogène. Et donc, au final, se rendu compte que c'est quand même assez difficile à résoudre comme problématique. D'une, le rendement d'un moteur qui est capable de faire les deux choses à la fois n'est pas très bon. Donc, ça veut dire que vous devez embarquer quand même beaucoup plus d'hydrogène, donc plus de réservoirs. Donc, il faut trouver la place pour les mettre. Et ensuite, l'hydrogène a un problème par rapport aux aciers, c'est ça fragilise quand même beaucoup les matériaux. Et donc, au final, la casse des moteurs était également beaucoup plus rapide. Donc, dans les années 2000, cette solution était envisagée et a été plus ou moins abandonnée. Mais il reste quand même finalement des acteurs qui continuent un peu à pousser ce sujet-là, parce qu'on se dit qu'il y a quand même des situations où finalement garder les moteurs thermiques, surtout dans des solutions maritimes où des bateaux vivent 50 ou 60 ans, il est peut-être intéressant d'avoir ce type de solution-là. Mais c'est vrai que si on vous parle de solutions thermiques au niveau de l'hydrogène, c'est quand même pas d'actualité en ce moment. Il y a quelques travaux d'innovation qui se portent sur la partie également véhicules de compétition, où on est sur des véhicules qui sont pas faits pour avoir une durée de vie très longue. Donc, il y a quelques travaux quand même de moteurs à combustion à hydrogène. Et sur la partie aéro également, au niveau des avions, ils se posent la question, notamment pour des problématiques de masse embarquée. Voilà. Changer toute la chaîne de traction peut être problématique. Tout à fait. Donc après, le plus simple, hein, c'est quand même d'utiliser l'hydrogène dans la pile à combustible. Et donc la pile à combustible, c'est quelque chose qui est assez ancien. Hein. La pile à combustible, c'est un processus qui a été découvert en 1839, mais qui a vu ses premières vraies applications lors des missions spatiales de la NASA pour aller dans l'espace, et qui permettait, grâce à l'hydrogène, de pouvoir faire de l'électricité. Et bien sûr, on fait aussi de l'eau en même temps. Donc, c'est une bonne opportunité. Et dans les applications beaucoup plus récentes, vous avez le cas de la pile à combustible qui est utilisée dans la Kangoo modifiée par Symbio. Alors, au niveau des piles à combustible, nous avons plusieurs technos. Et aujourd'hui, nous avons vraiment deux technologies qui se démarquent. C'est pour ça qu'on ne va pas développer plus en amont. Hein. On a les piles à combustible PEM, qui sont des piles à combustible un peu au même principe que les électrolyseurs PEM. Donc, c'est avec une membrane. Et on a les piles à combustible SOFC, qui sont, elles, qui travaillent plutôt en très haute température, qui ont un avantage d'avoir une plus grande durée de vie, de meilleurs rendements. Par contre, beaucoup plus volumineuses,
qui doit travailler quand même d'une manière plutôt continue par rapport à une pile PEM. Donc, ce qui fait que vous retrouvez dans toutes les applications plutôt mobilité, vous allez retrouver le PEM, et toutes les applications qui vont être plutôt industrielles, vous retrouverez par la suite plutôt les SOFC. Le SOFC étant encore quand même dans un modèle de démonstration, on n'est encore pas encore dans la grande série, on est plutôt encore dans les phases prototypes de ces solutions-là. Et si je peux me permettre, ce qui les différencie également, c'est leur durée de démarrage. Parce que dans la mobilité, on ne peut pas imaginer que le matin, vous démarrez votre voiture et puis qu'il faille attendre 10 minutes pour pouvoir monter dedans. Et c'est un peu ce qui se passe. La SOFC a un temps de démarrage un peu plus long que la PEM. Tout à fait. Tu veux la faire celle-là ou... Oui, pourquoi pas. Donc, au niveau de l'assemblage d'une pile à combustible, donc on a parlé juste avant d'empilement de cellules. Donc là, à droite, vous avez visuellement les différentes cellules empilées. Donc, en fait, vous avez déjà à chaque extrémité ce qu'on appelle donc des plaques de fin, plaques monopolaires. Puis ensuite, vous avez un enchevêtrement de joints, de MEA, donc assemblage membrane-électrode, puis de plaques bipolaires, avec une répétition en fonction de la tension que vous souhaitez avoir, puisqu'en fait, quand on prend une cellule élémentaire, donc par cellule élémentaire, on entend la plaque bipolaire encadrée par sa membrane et ses joints. On est à environ une tension de 0,7 volts, entre 0,6 et 1 volt. Donc, on empile en fait le nombre de cellules pour avoir la tension en sortie désirée. En termes de matériaux, les plaques bipolaires, elles sont généralement faites en graphite, inox. Après, il y a des travaux qui sont faits. On peut en trouver également en platine, mais le platine a l'inconvénient de coûter très cher. Donc, il y a quand même des travaux de recherche sur la partie matériaux qui sont menés. Et sur la partie membrane, électrode, alors là, on rentre de nouveau un peu dans la chimie, mais il y a des travaux de recherche également sur la partie Nafion, qui est un assemblage de 2 éléments chimiques pour avoir la bonne composition de la membrane. C'est la grande difficulté sur la partie PEM. Cette membrane, elle est essentielle parce que c'est elle qui va un peu faire la durée de vie de la pile, et elle nécessite notamment un bon niveau d'hydratation. Donc, dans le système pile, il y a différents auxiliaires qui permettent de réguler les choses pour que la pile soit dans de bonnes conditions pour optimiser sa durée de vie, parce que je le rappelle, pour la PEM, on est dans le même cas que pour l'électrolyseur PEM, Proton Exchange Member, où on a une durée de vie d'à peu près 40 000 heures. 40 000 heures, c'est pas mal, mais c'est à la fois très court par rapport aux autres technos. Donc, on essaie de préserver la pile dans les meilleures conditions, et il y a de nombreux travaux de recherche qui sont faits justement pour tester la durée de vie des piles et voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les conditions d'implantation de ces piles au sein du système. Alors, une petite explication par rapport à… Donc là, effectivement, vous a parlé de la production, du stockage et finalement de refaire l'hydrogène, de l'hydrogène de l'électricité. Donc, un peu en faisant un bilan énergétique. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent sur la table, c'est pour ça qu'on vous le présente. Et souvent, les détracteurs de l'hydrogène vous parlent de ça. Donc, au final, si on regarde un peu les pertes qu'on a à chaque fois qu'on change de processus, donc si on part de notre électricité initiale, vous avez déjà des pertes liées à l'électrolyse qui sont aux alentours de 30%. La compression, on a vu un rendement quand même aux alentours de 5%. Puis ensuite, nous avons la perte liée à la pile à combustible. Et au global, vous avez un rendement qui est à peu près de toute la chaîne. Donc si on part de l'électricité, on revient à de l'électricité. On a en global un rendement de 22 à 25%. Par rapport à une solution batterie, quand vous chargez une batterie et que vous réutilisez la batterie, on est plutôt à une chaîne qui est aux alentours de 70%. C'est pour ça qu'effectivement, on met souvent en avant que la batterie est bien meilleure que l'hydrogène. Et sur ce sujet-là, c'est vrai, on ne va pas le négliger. Par contre, on est quand même relativement proche du rendement d'un moteur thermique qui est aussi aux alentours des 25%. Donc, ça nous permet quand même de présenter et d'expliquer que l'hydrogène, il faut l'utiliser à bon escient dans là où on en a vraiment besoin.
un petit véhicule citadin qui ne roule pas beaucoup n'a pas forcément besoin d'une solution hydrogène. Mais par contre, quand on vous parle de taxis hydrogène à Paris qui roulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui n'ont pas la possibilité de s'arrêter pour faire de la recharge, bah, la solution hydrogène, c'est une solution qui est beaucoup plus pertinente. Voilà, donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant qu'on vous a effectivement présenté tout ça, il y a quand même aussi un intérêt de ce vecteur énergétique, hein. Donc l'hydrogène c'est pas une énergie, alors qu'effectivement beaucoup de gens parlent d'énergie, c'est un vecteur énergétique comme l'électricité. L'électricité, vous ne le trouvez pas à l'état naturel, sauf dans quelques situations particulières, mais d'une manière générale, il faut le produire pour après l'utiliser. C'est pareil pour l'hydrogène, il faut d'abord le produire, et une fois qu'il est produit, on peut l'utiliser pour les énergies. Par contre, on a quand même un intérêt. L'hydrogène va amener une certaine souplesse par rapport à nos réseaux aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a un réseau électrique qui sert à nos usages électriques. On a un réseau gazier à nos usages gaziers. Alors que on peut avoir des véhicules qui roulent au gaz et des véhicules qui roulent à l'électrique, mais on est quand même finalement, il y a des gens qui font du chauffage plutôt à l'électricité, d'autres plutôt au gaz. Mais ces deux réseaux-là sont quand même très déconnectés en fait, hein. On a notre réseau, on travaille soit dans l'un, soit dans l'autre, soit un mélange des deux, mais ils sont pas, on ne connecte pas les deux réseaux. Et petit à petit, on a l'arrivée des énergies renouvelables qui nous demandent de faire du stockage. Alors du stockage, on peut stocker un peu dans les batteries, dans les volants d'inertie. On utilise dans des lacs comme dans le lac Blanc, lac Noir, dans les Vosges, où on remplit un lac avec de l'électricité pas chère et quand on a besoin de pics d'énergie, on décharge. Ou alors on utilise les barrages, effectivement, qui, au moment où on a besoin d'un pic d'électricité, on décharge, mais c'est quand même des quantités de stockage d'énergie qui sont quand même pas très élevées. Donc ça, c'est quelque chose qui va être quand même relativement nécessaire. Et du côté réseau gaz, on a aussi ces énergies renouvelables qui arrivent pour verdir. Alors, on verdit le réseau électrique. Et de l'autre côté, on verdit aussi petit à petit notre réseau gazier en récupérant tout ce qui est déchets organiques. On fait de la méthanisation. Et cette méthanisation, vous avez un biogaz que vous purifiez et vous avez du biométhane. Vous rejetez du CO2 également à ce moment-là, mais c'est un CO2 qu'on ne va pas considérer comme de réchauffement climatique parce que c'est à l'échelle de la plante, ce CO2 va être reconsommé par les plantes qui vont de nouveau pousser. Donc on est sur un bilan qui est quand même beaucoup plus vertueux que du méthane qu'on sort, qui a été produit il y a des millions d'années et sur lequel on va rejeter le CO2. Et donc, par rapport à ça, on a aujourd'hui cet hydrogène qui arrive et finalement, on va pouvoir stocker d'une autre manière et d'une nouvelle manière nos énergies renouvelables en excédent, enfin en intermittence, donc de temps en temps en excédent. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 jours, ma belle-sœur m'a dit on est remonté du sud, il y avait du vent et il y avait des éoliennes qui ne tournaient pas. Ben voilà, vous avez la situation où effectivement le réseau n'a pas besoin d'électricité, donc on arrête les éoliennes. Et c'est quand même dommage d'arrêter des éoliennes alors qu'on a du vent et qu'on a besoin de passer sur des énergies renouvelables. Donc vous avez à ce moment-là, il serait très intéressant de faire tourner un électrolyseur plutôt que d'arrêter l'éolienne et de produire de l'hydrogène. Cet hydrogène, vous pouvez faire plusieurs choses. On va peut-être essayer de mettre le pointeur laser. Donc en fait, vous pouvez en faire plusieurs choses. La première, la plus simple, c'est de réinjecter l'hydrogène dans les réseaux gaz. Donc aujourd'hui, il est possible de réinjecter jusqu'à 6% d'hydrogène dans un réseau gaz sans que ça pose aucun souci pour les usagers. Vous pouvez l'utiliser dans des véhicules, hein. Il y a quelques véhicules hydrogène aujourd'hui ou dans des applications hydrogène. Une autre solution, c'est d'utiliser cet hydrogène et de faire une méthanation. Donc, vous récupérez du CO2, alors industriel ou d'un méthaniseur, vous les combinez et vous refaites du biométhane. Donc, effectivement, vous prenez du CO2 et vous prenez de l'hydrogène, vous êtes capable de refaire le CH4. Et le CH4, vous le réinjectez dans le réseau gaz. Et au final, ce que je vous expliquais, c'est qu'on a un réseau gazier qui nous permet de stocker pendant des mois des énergies qu'on peut stocker. Beaucoup plus qu'un barrage ou qu'un volant d'inertie ou que des batteries. Donc, c'est peut être très intéressant d'utiliser ces voies-là pour l'hydrogène. Et donc, on peut également
stocker un peu d'hydrogène, remettre une pile à combustible et réalimenter un bâtiment. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt? Moi, je peux me connecter directement à l'électricité sans devoir passer par l'hydrogène. Ben, en fait, ça n'a pas d'intérêt direct, mais par contre, ça peut avoir un intérêt direct. C'est quand vous coupez complètement le réseau, eh ben, vous découvrez que vous pouvez devenir autonome. Et ces situations-là sont envisagées et sont déjà commencent. Donc, il y a déjà enfin au moins un refuge dans les Alpes qui est maintenant totalement autonome grâce à l'hydrogène. Donc, il y a une éolienne, il y a du panneau photovoltaïque, il y a une petite turbine hydroélectrique dans un ruisseau au torrent pas très loin. Et donc, avec toutes ces énergies, on arrive à faire de l'hydrogène qu'on peut stocker pour les moments où il n'y a plus de soleil, plus de vent ou ou que l'hydroélectricité elle n'est pas suffisante. Donc, c'est des situations sur lesquelles il y a aussi les îles. Donc, l'île Dieu a un projet autour de ça. Et il y a beaucoup d'îles au niveau des Pays-Bas qui prévoient aussi de remplacer les bons vieux groupes électrogènes bien polluants par ce genre de situation, parce que bien sûr, en mer, l'éolien est très répandu. Et donc, au final, on a une solution qui est beaucoup plus vertueuse parce qu'on produit avec de l'énergie renouvelable, de l'électricité renouvelable, de l'hydrogène et on ne va rejeter que de l'eau. Et donc, au final, plus de rejet de CO2, plus de rejet de particules et ça devient quelque chose d'un petit peu plus vertueux. C'est également le projet AILS qui, dans les territoires d'outre-mer qui a été mené par le FC Lab. Oui. Voilà. Il y a de nombreux projets, c'est ce qu'on appelle les projets de ZNI, de zones non interconnectées. Et oui, même pour ajouter dans les projets qui sont de plus petite taille, il y a le projet sur des serveurs, comme vous avez sur Belfort, je crois. Ouais, le projet IDATA, où là, du coup, ouais. on est sur secours à data center. Le data center est un milieu un peu particulier puisque tout le monde a envie d'avoir accès à Internet et que les données soient protégées. Donc, il y a des redondances multiples. Donc, un data center, typiquement, il va être relié au réseau, plus une redondance à ce même réseau électrique. Donc, redondance indépendante. Et ensuite, généralement, il peut y avoir encore 2 solutions de secours, donc onduleur et puis un groupe électrogène. Et là, donc, le projet IDATA, c'est de remplacer le groupe électrogène diesel par un groupe électrogène à hydrogène avec un secours garanti de 48 heures. Donc, c'est un consortium d'acteurs qui est en train de mener ce projet et d'autres data centers depuis se mettent à travailler le sujet, non pas forcément que pour une solution de secours, mais également pour une alimentation principale. Voilà, nous allons pouvoir passer à des choses un petit peu plus concrètes, vous montrer des applications autour de l'hydrogène. Et s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Oui. Ouais. C'est vrai qu'on peut faire une petite pause question. Alors, est-ce que dans le chat, non, il n'y en a pas dans le chat. Bon. Est-ce que vous auriez des questions? N'hésitez pas. Vous devez avoir la main sur vos micros normalement, si tel est le cas. Bon, on va continuer. C'est parti. Alors, est-ce que je te laisse la main ou je continue? Ou comme tu veux. Donc là, on a un graphe sur la décarbonation de l'industrie et des transports. Donc, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que la taille des points indique en fait le potentiel de l'hydrogène pour la filière. Donc, par exemple, si on prend la thématique des transports, on voit que pour tout ce qui est véhicules citadins, effectivement, l'hydrogène n'est pas forcément la solution la plus pertinente. Néanmoins, pour les taxis, comme l'expliquait Jacques tout à l'heure, le point est un peu plus gros parce que pour le taxi, il y a un vrai besoin de pouvoir tourner H24 et de se recharger rapidement. Donc, l'hydrogène remplit pleinement les fonctions. On voit que globalement, c'est plutôt la mobilité lourde, donc que ce soit la mobilité terrestre ou la mobilité même maritime, non pas maritime, pardon, la mobilité terrestre lourde essentiellement qui est la plus demandeuse. Après, on a d'autres thématiques sur lesquelles c'est envisagé, mais qui ne sont pas forcément prioritaires d'après le graphe, notamment tout ce qui va être navire de passagers. Les chariots élévateurs, néanmoins, il y a quand même quelques projets sur le sujet. Sur la partie chauffage et alimentation des bâtiments, on voit que le chauffage est un axe prépondérant pour la décarbonation de l'énergie via usage d'hydrogène. Et enfin, sur la partie matières premières, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la production d'ammoniac, la production d'engrais est très consommatrice d'hydrogène. Donc là, il y a un vrai intérêt, une vraie importance à décarboner le sujet. Jacques, je ne sais pas si tu veux compléter. Voilà.
Non, non, c'est effectivement bon. Ouais, on voit la production d'électricité, le rond est quand même assez grand, mais quand on voit on est sur des parts de marché qui sont dérisoires, hein. L'axe du bas, c'est les parts de marché. On est quand même totalement à gauche, donc c'est quand même, c'est pas là où on attend l'hydrogène par rapport à de la production d'électricité. Au niveau des bâtiments, donc pour les solutions stationnaires, donc il y a plusieurs projets, hein. Donc effectivement, à Nantes, on a un bâtiment qui est autonome grâce à du stockage d'hydrogène et à la conception, bien sûr, du bâtiment, hein. On ne peut pas dissocier non plus l'utilisation des vecteurs énergétiques hydrogène de la bonne conception à la base des bâtiments aux normes et en termes d'isolation. On a une maison autonome en Angleterre, donc là, qui fonctionne également grâce à un système hydrogène de stockage. Et après, on a des industriels comme Viessmann qui ont des chaudières à micro-cogénération, chaudières d'appoint et ballons d'eau chaude sanitaire. Et on a également l'acteur de Dietrich qui a des projets en stationnaire. Donc, ils ont commencé également par le Royaume-Uni et ils s'implantent en France là en ce moment. Donc, ils sont en recherche de projets stationnaires pour se développer. Donc, le stationnaire, moi, je suis persuadée, donc là, c'est une vision tout à fait personnelle. La mobilité va être là pour la partie déploiement, pour accélérer la filière, mais néanmoins, c'est sans doute dans le stationnaire que le plus gros volume de marché va se trouver, qu'on soit sur du bâtiment ou de l'industrie. Oui, effectivement, avec le développement du photovoltaïque, on pourrait imaginer, alors la solution Viessmann ne prévoit pas encore, mais on peut imaginer ça dans le futur, d'avoir un panneau photovoltaïque avec un électrolyseur qui puisse faire de l'hydrogène qu'on stocke avec les panneaux photovoltaïques qu'on aurait sur le toit de la maison. Il y a de nombreux projets, en tout cas, en ce sens, qui sont en train d'émerger. Donc, au niveau des groupes électrogène-hydrogène, donc on en parlait tout à l'heure, notamment pour le projet e-data sur le data center. Voilà, des solutions d'industriels pour remplacer nos bons vieux groupes électrogènes thermiques par des groupes électrogènes à hydrogène. Donc là, on est sur tout type de marché. On a donc aussi bien donc, les data centers que de l'événementiel. La société donc H26 avait notamment contribué à l'électrification d'un stand aux Eurockéennes il y a 2 ans, il me semble. Également pareil à la Fête des Lumières à Lyon. Il y a eu des compétitions également, voilà, des événements d'une journée, de 2 journées. Ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables avec les solutions actuelles. Et puis sur des environs un peu plus lointains, si on prend la compétition du Paris-Dakar qui est en train de se verdifier et de mettre en place des solutions hydrogène, ils sont intéressés également pour avoir des groupes électrogènes à hydrogène tout au long du parcours pour alimenter différents stands. Donc c'est un marché qui grandit un peu plus chaque jour. Alors, ce genre de solution est très intéressante parce qu'effectivement, on dépollue, mais on a surtout, je ne sais pas si vous avez déjà régulièrement été à côté de groupes électrogènes, c'est quand même très bruyant. Quand vous avez un chantier qui a besoin d'un groupe électrogène qui tourne pendant des heures, c'est quand même très, très pénible. Et on a la situation, par exemple, aussi des remorques frigorifiques que Chéreau a développées, où finalement le chauffeur du camion est très très content d'avoir finalement une solution avec un groupe qui est à l'hydrogène plutôt qu'un groupe thermique, où quand lui il doit faire ses 2 heures de repos avant de reprendre la conduite, de ne pas avoir à avoir ce bruit-là dans les oreilles. Sur la partie solutions mobilité, donc là, vous avez un panorama d'un peu toutes les solutions, qu'on soit mobilité de transport de personnes. Donc, vous avez bien sûr donc, la Toyota Mirai, véhicule berline. Donc, de là, ça doit être la 2e génération, puisque du coup, la première génération termine sa commercialisation cette année. La 2e génération va prendre le pas. Vous avez Safra, le seul constructeur de bus en France à proposer des bus à hydrogène, donc le bus Innova. Vous avez en mobilité ultra-légère des vélos, donc de la société Pragma, donc qui ont été présentés notamment au G7 à Biarritz et qui aujourd'hui se développent un peu partout dans le monde, puisqu'ils ont récolté une commande de 300 vélos au Chili l'année dernière.
Vous avez les trains. Donc, les trains à hydrogène, on en a beaucoup parlé ces dernières années puisque plusieurs régions de France se sont portées candidates pour accueillir les premiers trains à hydrogène, dont le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, du côté de nos territoires, on est en bonne position. Donc là, le but sur les trains à hydrogène, ils sont déjà existants en Allemagne, mais parce que l'Allemagne avait moins de voies électrifiées. En Suisse, par exemple, vous n'aurez pas de train à hydrogène parce que plus de 99% de leurs voies sont électrifiées. Le but aujourd'hui avec le train à hydrogène, c'est de se positionner. Ce sont déjà des trains qui vont être hybrides, hybrides électriques par caténaire, hydrogène. Le but, c'est de pouvoir utiliser l'hydrogène sur les tronçons qui ne sont pas électrifiés parce qu'électrifier des voies coûte extrêmement cher. Donc, ça va se développer petit à petit en France. Donc, il y a 4 ou 5 régions qui sont en test. Occitanie, Haut-Rhin, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Reste à savoir quelle région sera la première à avoir les trains. Et on revient dans la compétition des régions. Ouais, là, on ne va pas compétiter parce que la Grand Est avait déjà dit qu'ils seraient les derniers. Ah, il en reste 3 en lice alors. On se met pas en avant là-dessus parce qu'ils veulent bien réfléchir là où ils veulent les mettre et pour l'instant, ce n'est pas encore totalement défini. Donc, alors que la Bourgogne-Franche-Comté, vous avez déjà déterminé et vous savez où vous allez la mettre. En fait, en Bourgogne-Franche-Comté, donc on a la ville d'Auxerre, qui est un nœud particulier, puisque Auxerre a été lauréate d'un appel à projet Jive pour avoir des bus à hydrogène, donc le bus Innova Safra qu'on voit en photo, qui ont déjà été livrés. La station a mis un peu plus de temps, les travaux de la station ont mis un peu plus de temps à démarrer, le temps de mettre l'appel d'offres en place, etc. Elle sera mise en service en septembre, et donc il y aura une station également pour le train, et la première ligne de train qui accueillera des trains hydrogène, ce sera la ligne Auxerre-La Roche-Migène, et la région Bourgogne-Franche-Comté était la première à signer le bon de commande des trains. Donc, Marie-Guide Dufay avait créé un événement fin 2020 autour de ce sujet-là. Voilà. Donc après, on patiente jusqu'à l'arrivée des trains maintenant. Le Navibus, donc là on est sur du transport fluvial de personnes, hydrogène batterie. Pour rester dans le maritime, en bas à droite, vous avez également des bateaux. Alors, tout type de transport, ça peut être du transport de marchandises ou aussi bien du transport de passagers. Vous avez les camions, bien sûr, les poids lourds. Donc là, on a une photo d'un tracteur Nikola. Mais il y en a d'autres. Hyundai est déjà relativement bien déployé puisqu'en Suisse, il y a eu une commande de 1600 camions, notamment pour du transport des magasins Coop et Migros. Après, on a également l'acteur Colruyt qui réfléchit à développer une mobilité lourde et beaucoup d'autres. Après, il y a des projets aussi qui sont à un stade confidentiel pour le moment. Et sur la partie manutention, donc on a là une photo d'un engin Toyota. Après, il y a également la société Fenwick qui réfléchit à des développements. Voilà. Et puis, Jacques a des acteurs également dans ce domaine-là au sein du club hydrogène Grand Est. Oui, effectivement, on a des solutions de péniche qui sont en train d'être travaillées au niveau du fluvial. Ça, c'est pas la peine de refaire parce qu'on l'a déjà vu. Exact. En Bourgogne-Franche-Comté, on a l'acteur Gossin sur Héricourt qui est déjà spécialisé sur tout ce qui est secteur logistique et portuaire, puisqu'ils avaient déjà des véhicules déjà à l'époque thermiques, ensuite batterie, autonome et maintenant à hydrogène. Et leur dernière communication se fait autour du skateboard. Donc, le skateboard Gossin, c'est cette plateforme modulable qui permettra donc de s'adapter à différents poids lourds. Et donc, il y a eu des collaborations de signés, notamment avec Dynamics récemment. Et ça promet en tout cas de belles avancées sur la mobilité lourde à hydrogène. Effectivement, ils ont profité peut-être aussi du manque des constructeurs de poids lourds de s'engager dans l'hydrogène pour proposer une solution aux gens qui carrossent. Et finalement, ça peut être quelque chose de très intéressant parce que finalement, il peut y avoir de nouveaux développements et de nouveaux usages autour de cette plateforme. Et il y a de la demande. Voilà, c'est surtout ça. Il y a une demande aujourd'hui qui n'est pas comblée autour de la mobilité lourde. Au niveau du rétrofit, donc le rétrofit, on a commencé à en entendre parler il y a quelques années par rapport à la conversion de véhicules thermiques vers des véhicules à batterie. Pour l'hydrogène, c'était un peu plus compliqué parce qu'il faut savoir autour de la mobilité hydrogène que les normes, les réglementations ne sont pas tout à fait écrites dans tous les domaines. Et le rétrofit, donc il y a eu un article qui est sorti, il me semble que c'était le 5 avril 2020, qui autorise donc le rétrofit des véhicules qui ont plus de 5 ans.
Donc, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et donc, la success story du garage de Monsieur Quentin, PDG de la société Ineo, c'était donc un garagiste dans l'ouest de la France. Et à côté de son garage, il s'est mis à ouvrir une petite antenne pour rétrofiter. Donc, je crois qu'il a commencé par un bus ou par un camion, je ne sais plus, par un camion. Et aujourd'hui, c'est le spécialiste du rétrofit de la mobilité lourde et il contribue à la rédaction des textes de loi. Et petit à petit, en France, on va voir émerger des garages qui seront donc homologués ou partenaires, à voir comment l'histoire va s'écrire. Mais en tout cas, demain, on aura en région des acteurs qui seront susceptibles de pouvoir faire du rétrofit de véhicules et donc d'accélérer cette accessibilité à la mobilité lourde à hydrogène. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est quand même le surcoût à l'achat des véhicules. Alors certes, vous avez des bonus au niveau des impôts, vous avez des réductions d'impôts, des bonus à l'achat sur les engins, donc on soit sur du poids lourd, de la benne ordure ménagère, etc. Maintenant, quand vous êtes sur des projets qui sont essentiellement des projets de collectivité, je pense notamment aux bennes ordures ménagères, les collectivités, elles ne payent pas d'impôts. Donc ces bonus, elles n'y ont juste pas le droit. Et c'est là qu'aujourd'hui, les choses sont peut-être pas tout à fait bien faites dans les textes. C'est qu'entre l'entreprise, c'est pas les entreprises privées qui vont acquérir majoritairement des bennes ordures ménagères, ça va être des collectivités. Par contre, sur la partie poids lourd, là, pour le coup, ça va permettre sans doute d'accélérer la filière auprès d'industriels qui vont pouvoir verdir leur flotte, notamment logistique. On a de plus en plus de demandes, qu'on soit en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté ou dans d'autres régions de France, d'acteurs qui, pour l'instant, faute d'offres marché, ne peuvent pas verdir leur flotte alors qu'ils en ont vraiment le souhait, même s'il y a un surcoût à l'achat. Jacques, Oui, je ne sais il y pas si tu veux avait. ajouter. En fait, oui, je voulais juste ajouter que c'est effectivement l'intérêt peut aussi être dans les secteurs de niche où finalement le développement d'un véhicule complet peut être très contraignant pour le fabricant, pour des solutions, et que finalement c'est peut-être plus aisé de faire un rétrofit. Sur les poids lourds, il y a effectivement, Emeline a parlé de, de Hyundai qui répond et qui livre actuellement les premiers camions vers la Suisse pour le projet de 1600 camions. Le sujet en Europe, les fabricants de poids lourds n'étaient pas trop motivés dans le sujet, mais finalement en voyant Hyundai arriver et commence à s'inquiéter quand même du fait d'avoir un concurrent qui n'est pas très présent ou même pas présent du tout sur le marché européen, se sont quand même lancés, ont bien avancé leur programme. Donc on a même Aizen qui est venu s'associer avec DAF pour proposer aujourd'hui déjà des solutions. Donc vous avez je crois trois modèles disponibles au catalogue aujourd'hui chez Aizen dans le réseau DAF avec un délai de 8 mois. Donc ça a été annoncé il y a 15 jours. Donc ça accélère quand même sérieusement le mouvement de tous les constructeurs. Et là, tout le monde a fait des annonces. Iveco va travailler avec Nicolas pour proposer une solution en 2024. Volvo annonce des solutions en 2024-2025. Scania arrive aussi. Il y a aussi des sujets sur la table. Donc voilà. En tout cas, les poids lourds qui étaient plutôt annoncés dans les années 2025-2026 ont tous été avancés d'au moins 2-3 ans par rapport à ce qui était annoncé, on va dire, il y a 2 ans. Une petite, alors un graphe volontairement sans trop d'échelle, c'est pour vous donner un peu l'aperçu de comment on voit l'hydrogène, mais on n'a pas de boule de cristal. Donc au final, ça c'est en bas à gauche, vous avez les petits véhicules qui sont plutôt urbains, petite distance. Et en haut à droite, vous avez tout ce qui est véhicules qui roulent beaucoup, qui sont plutôt lourds. Et donc, en final, vous avez une genre d'onde. Donc là, on va dire le marché d'en bas à gauche, c'est plutôt le marché de la batterie. Tout en haut à droite, c'est aujourd'hui encore le marché du moteur thermique. Et finalement, vous avez entre les deux, vous avez une zone qui est plutôt les véhicules hybrides aujourd'hui. Les véhicules piles à combustible qui sont quand même plutôt adaptés aux bus, aux certains camions. Le bus, c'est très intéressant parce que le bus revient toujours à sa base. Un camion qui traverse l'Europe, il ne revient pas forcément à sa base très fréquemment. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, cette onde,
ces ondes de bleu et de vert, on ne sait pas forcément dire comment ça va dériver. En tout cas, on est certain que le moteur thermique va plus ou moins disparaître. Donc l'onde, la pile à combustible, va monter vers en haut à droite. Après, entre la batterie et la pile à combustible sur le petit véhicule, on n'est pas trop capable de dire comment les choses vont tourner. Mais en tout cas, ça reste quand même, on va dire, le véhicule qui est professionnel, utilisé à, à grande fréquence, on va dire, ou vraiment d'une manière intense, sera plutôt le véhicule à l'hydrogène. Le véhicule qui est quand même beaucoup moins utilisé sera plutôt à batterie. Donc voilà, je vous parlais des développements des camions. Donc ça, c'est quelque chose qui sort d'une étude de McKinsey à FIPAC qui date d'il y a 2 ans. Et vous voyez effectivement, donc la barre bleue, c'est la barre un peu de l'introduction des véhicules. Et le triangle, c'est l'arrivée vraiment en production de masse où on sait qu'on sera au catalogue avec des quantités, avec des réelles quantités. Et vous voyez que le camion, il était annoncé plutôt après 2025. Aujourd'hui, ce triangle, il est plutôt à 2024-2025 parce que tout le monde, enfin, quand je vous ai annoncé les dates sur les poids lourds, c'était avec des quantités d'au moins 1000, possibilités de 1000 poids lourds à l'année. Donc, ça commence quand même déjà à être des volumes qu'on peut considérer comme production de masse. La voiture, bien sûr, elle existe avec Toyota et Hyundai depuis un moment. Mais c'est vrai qu'on va quand même attendre encore un certain temps avant qu'on ait tous les constructeurs qui aient des solutions sur le véhicule léger. Le chariot élévateur, bah, vous voyez que, alors bien sûr, c'est un graphe qui date aussi pareil d'un peu avant 2020. Le chariot élévateur, c'est aujourd'hui, vous avez Fenwick. J'ai une présentation il n'y a pas longtemps de Fenwick. En fait, dans tous les modèles, enfin toute la gamme de produits Fenwick, vous avez au moins un modèle qui est hydrogène. Donc vraiment, là, ils ont toutes les solutions autour de l'hydrogène. Les bus, aujourd'hui en France, on a enfin pas en France, on a aujourd'hui une compagnie en France, mais il existe 4 compagnies qui proposent des solutions de bus. Des fourgonnettes, on voit Stellantis et Renault qui annoncent en fin d'année l'arrivée des Trafic, des Boxer, enfin tous ces types de véhicules avec de l'hydrogène. Alors bien sûr, les bateaux et les avions, on a un plan national qui vise à accélérer tout ça. Mais bon, on n'est pas très certain non plus de voir de l'avion avant. Alors, on parle de 2035, mais il faudra voir la réalité, comment on va trouver des solutions. Parce qu'il n'y a pas que le problème d'intégrer l'hydrogène dans l'avion. Il y a aussi comment on approvisionne l'hydrogène dans les aéroports. Ça voudra dire qu'on devra avoir des pipelines d'hydrogène. Si vous avez des stockages très massifs d'hydrogène, vous devenez Céveso, donc ça pose aussi des soucis. Donc voilà. Donc sur l'aviation, il y a quand même plus que le problème simplement de l'avion, il y a aussi le problème de l'approvisionnement. Et globalement, le graphe, c'est vrai qu'on constate une nette accélération de la filière et finalement, la crise sanitaire qu'on a traversée ou même qu'on est encore en train de traverser, elle a été préjudiciable dans beaucoup de domaines, mais pour l'hydrogène, beaucoup d'acteurs de l'hydrogène ont constaté cette nette accélération parce que du coup, il y a eu ce plan de l'État qui est arrivé dont on parlera juste après et du coup, finalement, toutes les échéances qu'on envisageait d'ici 5, 10, 15 ans, et ben pour toutes ces échéances, on constate qu'elles sont finalement en train d'être avancé dans le temps. Donc, on peut s'en féliciter. Après, on verra au fur et à mesure du temps si c'est effectivement le cas. Alors juste très rapidement, vous montrer où les sujets hydrogène sont les plus actifs. Donc beaucoup au Japon, un peu en Chine. L'Europe, vous voyez que l'Europe est quand même très très actif. Donc pour une fois, l'Europe n'est pas en retard sur le sujet. Donc on va essayer de ne pas se laisser dépasser. Et les États-Unis, on avait la Californie qui était assez avancée sur le sujet. On voit que le côté Est apparaît aussi. Et sur l'Europe, on a alors les Pays-Bas, l'Allemagne et la France sont les 3 pays, on va dire, qui sont les plus avancés. Les Pays-Bas, effectivement, ont beaucoup de sujets. Et les Pays-Bas ont un avantage, c'est qu'ils ont aussi déjà beaucoup de pipelines hydrogène. Alors, pas de l'hydrogène vert, mais de l'hydrogène gris, mais qui servait justement pour les industriels. Donc, ils ont déjà des pipelines tout prêts pour le transport.
Une petite image de projet en France, hein. Donc ça, c'est pareil, une carte qui date de peut-être il y a un an de France Hydrogène, qui avait une vision à 2023 des projets en cours. Et vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'écosystèmes et beaucoup de sujets en cours en France. De mon côté, alors moi, j'ai près de 80 réflexions sur le Grand Est sur des sujets divers et variés autour de l'hydrogène. J'imagine qu'Emeline a certainement tout autant en Bourgogne-Franche-Comté, si pas plus. Donc on voit vraiment qu'il y a une très très belle dynamique autour du sujet de l'hydrogène. Oui, en fait, au niveau des projets, alors les projets d'écosystème, c'est quand même souvent les collectivités qui les portent. Donc là, on a des régions qui sont déjà plus avancées que d'autres. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes est très vite sortie du bois avec son projet de zéro Emission Valley, la ZEV. En Bourgogne-Franche-Comté, les collectivités qui souhaitaient se positionner sont elles aussi sorties du bois, Auxerre, Mâcon, Chalon-sur-Saône, on commence à en parler un petit peu parce qu'ils sont sur une station multi-énergie, Dijon bien sûr, Belfort. Après, peut-être que d'autres écosystèmes vont naître, mais ce que je trouve très intéressant dans cette carte, qui ne cesse d'évoluer, hein, parce qu'en France, les collectivités qui portent des projets se déclarent à tout instant. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater que d'ici peu, on aura un maillage du territoire national. Et finalement, comme au départ, on va se lancer sur la mobilité lourde et sur des transports typiquement logistiques, eh ben, c'est tout à fait intéressant de voir qu'on va pouvoir traverser la France de part en part et pouvoir se mettre dans un maillage européen, puisqu'on l'a vu juste avant, les autres pays qui se sont développés, ce sont quand même des pays à proximité de la France. Et du coup, il y a des corridors qui sont en train de naître entre l'Allemagne et le sud de la France qui traverseront nos deux régions notamment, ou l'Espagne et la Belgique. Et on est tout à fait concerné par ces corridors. Donc c'est plutôt positif. Et donc justement, c'est une bonne transition pour montrer justement les projets des collectivités autour des bus, hein. On parle de la mobilité lourde. Et vous voyez, il y a France Hydrogène avec l'UGAP qui a lancé un projet pour essayer de recenser tous les projets, pour montrer, à l'origine, ils avaient lancé ce projet-là pour montrer aux constructeurs qu'il y a de la demande et qu'il faut accélérer sur le sujet du bus. Aujourd'hui, effectivement, on a maintenant de l'offre bus et on se rend compte qu'il y a énormément de projets, hein. Donc, vous voyez, on n'est pas au 1000 bus encore, mais aujourd'hui, on est en projet 464 bus. Il y en a déjà 22 qui roulent en France. Et quotidiennement, on voit de nouvelles villes qui arrivent avec des nouveaux chiffres. Et nous avons également des projets autour des camions. Alors, je n'ai pas intégré les cartes qui ont été diffusées il y a 2-3 jours, là, hein. Je ne sais pas si les chiffres ont encore beaucoup évolué, mais Pas juste tant que ça. parce que pour information sur la carte précédente, alors le déploiement des camions et l'inventaire des camions, France Hydrogène l'a démarré plutôt en début d'année. Donc là, dans la première carte, dans la première version de la carte, il n'y avait que 24 camions qui étaient recensés. Ça, c'est la version 2. Donc, en 6 semaines, ils ont quand même fait fois 10 le nombre de projets avec des poids lourds. Effectivement, il y a un projet, par contre, qui est très intéressant, qui amène énormément de volume par rapport à ces camions-là. C'est l'Occitanie, qui, en fait, s'est lancé d'une manière très forte sur un projet de transport. Pourquoi? Parce qu'ils sont en fait sur un axe routier qui relie l'Est de l'Europe vers le Portugal et l'Espagne. Alors, c'est une route où il y a une fréquentation monstrueuse de poids lourds et que finalement, ils ont créé un projet qui s'appelle H2 Corridor. Et ce projet-là, en fait, ils ont fait appel à toutes les régions qui sont sur le corridor, dont la Bourgogne-Franche-Comté, dont le Grand Est. Et les régions ont répondu présent pour dire oui, non, on veut bien travailler avec vous sur le sujet. Et donc, au final, toutes les régions vont petit à petit collaborer et pouvoir mailler, on va dire au moins mailler sur un corridor des stations. Donc voilà, pour les gens du Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, c'est bon signe pour aller dans le sud. Vous allez retrouver des stations hydrogène sur les autoroutes qui seront là peut-être plutôt pour les poids lourds, mais que vous aurez quand même la possibilité de faire le plein. Deux mots sur le plan hydrogène de l'État. Donc, Emeline en a parlé, hein. Donc, pendant le plan de relance, l'État a fait tout un plan par rapport aux relances industrielles. La transition écologique avait une belle enveloppe. Et dans cette enveloppe-là, il y a 7,2 milliards qui ont été dédiés à l'hydrogène sur 10 ans, avec la moitié attribuée sur les 3 premières années, avec bien sûr la priorité numéro 1, c'est de décarboner l'industrie. Vous vous souvenez qu'aujourd'hui, dans la présentation,
On vous a parlé que l'industrie, c'est la première consommatrice d'hydrogène. Pour l'instant, c'est de l'hydrogène gris polluant, donc il faut absolument que bascule vers de l'hydrogène vert pour moins polluer. À titre d'information, la filière hydrogène actuelle représente 3% des émissions de CO2 en France, alors que le transport aérien représente 6%. Donc on n'arrête pas de taper sur le dos de l'aérien, alors que l'hydrogène, finalement, il n'est quand même pas si loin que ça, et il n'est pas négligeable. Donc voilà, donc il faut absolument que l'industrie y passe. Si l'industrie y passe, ça va faire baisser les prix. Ça permet aussi d'inclure la mobilité lourde qui va aussi consommer et ça va nous permettre d'accélérer la réduction des coûts de l'hydrogène. Et la dernière priorité, c'est de pousser à l'innovation, mais également de pousser la formation et les compétences. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle filière qui arrive, enfin une filière qui arrive dans des domaines qui n'existaient pas comme la mobilité et qu'il faut effectivement pousser quand même pour que dans les formations initiales, on commence à voir les sujets d'hydrogène apparaître un peu plus. Et ces 3 secteurs représentent 58% des secteurs émissifs de CO2 en France. Donc, c'est tout à fait cohérent, ce plan de l'État, même si il y aura toujours des secteurs oubliés. On peut penser à l'hydrogène stationnaire, etc. Mais les secteurs qui sont visés par le plan d'État couvrent 58% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous avez aussi sur le plan quelques chiffres par rapport au plan hydrogène. Si on part du bas, vous avez aujourd'hui une quarantaine de stations. L'objectif, c'est d'avoir 1000 stations en 2030. On est à peu près à 400 véhicules qui roulent aujourd'hui hydrogène, véhicules légers. L'idée, c'est d'en avoir 300 000. Sur les véhicules lourds, le plan annonçait 5 000. A priori, j'ai appris qu'il y a déjà une révision. Le chiffre de 5 000 a déjà été augmenté. D'ailleurs, le Grand Est a mis dans sa stratégie 1250 camions, enfin véhicules lourds pour 2030. Donc, je ne pense pas que le Grand Est représente un quart des véhicules qui roulent dans la France. Donc, effectivement, soit le Grand Est est trop ambitieux, soit les 5000 l'étaient pas assez. Et il semblerait que le 5000 a été revu à la hausse, voilà, avec 250 trains. Vous avez une idée sur les emplois, 2000 à 100 000 emplois. Donc, c'est effectivement c'est quelque chose qui vous intéresse peut-être beaucoup, mais effectivement, il va y avoir de l'emploi autour de l'hydrogène. Et voilà les quelques chiffres sur l'hydrogène décarboné. Aujourd'hui, 45 000 tonnes d'hydrogène décarboné. Objectif, c'est d'atteindre 700 000. Quasiment ce qu'on produit aujourd'hui en hydrogène gris, le passer en vert. On parle des délégations régionales, ça on aurait pu le masquer. En fait, il y a délégation régionale, Grand Est et délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté. France Hydrogène a lancé en fin d'année dernière effectivement des délégations parce que France Hydrogène a de plus en plus d'adhérents et avait besoin aussi d'être mieux connecté aux besoins des régions et de pouvoir aussi donc avoir les remontées des informations des régions et des besoins des régions et de pouvoir aussi descendre plus facilement toutes les études, parce que c'est vrai qu'on vous montre pas mal de slides qui viennent de France Hydrogène et d'études de France Hydrogène. C'est aussi ça qui nous permet de redescendre l'information vers les territoires. Donc, pour la petite information, Jacques est délégué régional Grand Est pour France Hydrogène et je suis déléguée régionale adjointe en Bourgogne-Franche-Comté, puisque la déléguée régionale est Nathalie Locke à l'Agence économique régionale. Voilà. Les appels à projets, de nombreux appels à projets. Alors, on fait avec Emeline un inventaire des appels à projets et des guichets de financement qui peuvent exister. Alors, bien sûr, il y en a bien plus, mais on essaye, nous, de regarder lesquels sont les plus pertinents par rapport à nos porteurs de projets, sachant que le pôle véhicule du futur est là aussi pour accompagner les porteurs de projets, pour aller chercher d'autres guichets qui peuvent exister. Les guichets, il y en a quelques centaines et quelques milliers en Europe. Donc voilà, donc dans tout ça, il faut des fois un peu aller à farfouiller, chercher pour trouver les bons guichets. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux appels à projets? Bon, non, c'est tout bon. Ouais. Il y a une veille mensuelle. Oui. Donc, on sera en mesure d'accompagner vos projets si vous portez demain des projets d'innovation au sein de vos entreprises. Donc, c'est là qu'on arrive au dernier chapitre de notre présentation.
Et donc, une première image donc qui doit mieux vous parler. Donc, voilà, on avait beaucoup de chiffres, on parle de théorie, de piles à combustible. Et là, que de mieux que de vous présenter un électrolyseur ouvert. Et donc, pour vous montrer que finalement, toute la technologie, quand on parle de PEM et de membrane, ce n'est que ces parties-là. Et finalement, dans tout le reste, vous avez une armoire électrique pour passer du triphasé et pour traiter toute la partie haute tension. Vous avez tout ce qui est redresseur parce que tous ces organes travaillent en courant continu. Et ensuite, vous avez du traitement de gaz, du traitement d'air, du traitement d'eau. Vous avez aussi de refroidissement. Alors, le refroidissement, il est à l'arrière de l'armoire. Vous avez un gros échangeur d'air. Alors, bien sûr, l'échangeur peut être remplacé par la valorisation de la chaleur. Hein. On va dire un électrolyseur produit d'une chaleur à 80 degrés. Ça peut être très intéressant si vous avez effectivement de l'eau chaude ou ce genre de choses à chauffer. Ça peut effectivement être valorisé. Donc là, effectivement, on attend quand même des questions de votre part parce que c'est vrai que c'est là où on voit tous les métiers qui peuvent graviter de ce genre de métier. Alors, bien sûr, un électrolyseur, quand on parlait de main-d'œuvre, aujourd'hui, les stacks, c'est des choses qui sont encore énormément montées à la main. Donc, au final, hein, vous avez vu, Emeline l'avait présenté, c'est des couches qu'on empile. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui fait à la main. Peut-être que vous avez des possibilités en vous rapprochant de nos deux majors qui viennent s'installer en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, donc McPhee près de Belfort et John Cockerill près de Mulhouse, qui vont assembler des électrolyseurs. Il y a très certainement moyen de les approcher et de leur préparer certainement des choses. Par rapport à une information qui est intéressante aussi, alors peut-être pas, on n'a pas le graphe, mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le stack, donc finalement par rapport au coût d'un électrolyseur, les stacks donc, que vous voyez là représentent à peu près 30 à 40% du coût. Donc au final, c'est vrai que tout ça, c'est assez volumineux, mais la technologie aujourd'hui des membranes et tout, c'est quand même relativement cher. Et au final, c'est ça qui amène le coût dans un électrolyseur. Ce qui est également important de savoir, c'est lorsqu'aujourd'hui on vous parle de prix à la pompe d'hydrogène entre 10 et 12 euros le kilo, et l'objectif, bien sûr, c'est de le diminuer le plus possible. Aujourd'hui, le coût de fabrication de l'hydrogène à la pompe, en fait, déjà 35%, c'est lié au coût de l'électricité. Donc, au final, si vous cherchez à réduire le prix, il faut chercher à obtenir le meilleur contrat électrique possible. Et si vous arrivez à gagner un bon pourcentage sur ce coût-là, c'est là que vous gagnez le plus sur le prix au niveau de l'hydrogène à la pompe. Vous avez ce qui est le coût, l'investissement de l'électrolyseur. La compression, le stockage est non négligeable. Hein. Finalement, on se dit que finalement du stockage et compresseur, ça ne doit pas être très cher. Au final, pour pouvoir compresser à 350 bars ou à 700 bars, sachant que le stockage, les réservoirs à 350 bars dans un véhicule ou à 700 bars dans un véhicule, le stockage intermédiaire dans la station, il est à 500 et à 900. Donc au final, il faut monter à 900 bars. Et monter à 900 bars de l'hydrogène, c'est quand même quelque chose de relativement coûteux. Et ensuite, vous avez tous les coûts pour la mise en place de la station. Et ensuite, vous avez tout ce qui est, que je ne me trompe pas, tout ce qui est le fonctionnement. Une petite image d'un véhicule. Alors, vous aviez sur l'image tout à l'heure la photo de la Hyundai, pas de la Hyundai, pardon, de la Mirai 1. Donc, ça, c'est une Mirai 2 qui est coupée. Donc, vous retrouvez dans votre véhicule. Alors, vous voyez des réservoirs. Vous avez des réservoirs ici. Vous avez une batterie qui vous sert à faire un peu de stockage d'énergie. Et vous avez la partie moteur électrique et puis la combustible à l'avant.
Donc voilà, c'est des choses qui sont… alors la Mirai 1, c'était qu'une 4 places parce qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés à intégrer les réservoirs et tout le système. La Mirai 2, cette fois-ci, nous avons une 5 places et les problèmes d'intégration ont été solutionnés. Je pense qu'ils ont aussi pas mal allongé le véhicule parce qu'il fait pas loin de 5 mètres. Donc c'est quand même un véhicule relativement long par rapport à l'ancien. Donc au niveau des prix, hein, on a gagné à peu près 10 000 euros sur donc, la première version, elle était à 80 000 euros. La nouvelle, elle est à 70 000. Et Toyota a déjà annoncé que la version 3, qui devrait sortir en 2025, qui sera fabriquée en beaucoup plus grande série, devrait approcher ou devrait atteindre les mêmes prix que des véhicules hybrides rechargeables d'aujourd'hui. Alors, un point intéressant quand va vous parler de full power, mid power, range extender, il faut savoir qu'aujourd'hui, une voiture hydrogène, enfin une voiture ou véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique, donc avec un moteur électrique, avec une pile à combustible, un stockage d'hydrogène et une petite batterie. Donc aujourd'hui, il y a quand même toujours une batterie dans un véhicule hydrogène. C'est la batterie qui va permettre de faire les appels de puissance et aussi absorber l'énergie lorsqu'on ralentit, on fait du frein moteur. Et donc, la pile à combustible, elle ne va pas récupérer de l'énergie et c'est la batterie qui va jouer ce rôle-là. Par contre, un véhicule full power comme une Toyota, c'est un véhicule aujourd'hui comme un véhicule thermique. Vous faites le plein d'essence ou vous faites le plein d'hydrogène, jamais vous faites de plein de batterie. Alors bien sûr, en hiver, quand vous avez votre batterie à plat, vous devez de temps en temps la recharger. Mais disons que le principe, c'est que la batterie, elle est là, mais vous en occupez pas. Alors que vous avez à l'autre bout, qui est la version plutôt du Kangoo, qui est finalement un véhicule électrique auquel on a rajouté une petite pile à combustible et une petite réserve d'hydrogène qui va plutôt être là pour augmenter l'autonomie du véhicule. Et donc, vous avez un mix qui est intermédiaire où vous avez toujours votre moteur, vous avez une pile d'une certaine taille, un réservoir et une batterie. Et finalement, les constructeurs sont en train de se positionner et dire que finalement, cette solution, elle est assez intéressante. Et d'ailleurs, c'est ce que Stellantis et Renault proposent dans leur version de véhicule. Les véhicules seront des véhicules rechargeables au niveau électrique avec une autonomie d'une 50aine de kilomètres en version batterie, un peu à l'image de nos rechargeables, de nos véhicules thermiques hybrides rechargeables, où vous aurez finalement une pile à combustible un petit peu moins puissante, un réservoir peut-être un petit peu plus bas, mais vous aurez une batterie qui fera quand même encore pas mal de travail. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui se profilent aujourd'hui sur l'avenir. Emeline, tu avais un complément Non, c'est parfait, tu as tout dit. Voilà, donc là, vous avez nouveau la Mirai 1. Donc voilà, c'est ce qu'on expliquait. Hein. Vous avez quand même une batterie, vous avez des réservoirs, vous avez le moteur électrique, la pile à combustible. Et là, dans la version de la Kangoo, vous voyez, c'est un tout petit module que vous avez dans le volume de chargement. Et ça, c'est le module de réservoir pile à combustible du Kangoo. Alors, par rapport au réservoir, aujourd'hui, les réservoirs, le dernier type de réservoir qui sont aujourd'hui c'est quoi? C'est phase 4 ou le modèle 4 ou Ouais, le type 4. type 4, voilà, je cherchais le mot. Le type 4 qui est en fait des réservoirs avec une membrane, une poche en plastique auquel on va cercler de la fibre de carbone et de la résine qu'on va réchauffer et thermiquement pour lier le tout et avoir un réservoir résistant aux 700 bars. Donc ça, c'est plus du tout un réservoir en métal, c'est une solution pareil qui doit être automatisée avec un savant mélange de croisement de bandes et de résine pour résister effectivement à tous les chocs et à la pression interne. Donc là, on est sur un procédé de rotomoulage.
Et dans les acteurs les plus connus sur nos territoires qu'on a, on a Forestia en Bourgogne-Franche-Comté et Maïtech qui proposent des réservoirs automoulés. Mais sur le stockage, alors pas forcément pour le véhicule léger, mais pour la mobilité, on a aussi du stockage à hydrure. Et là, on a 2 entreprises également. Côté BFC en Grand Est, je ne sais pas si tu en as, Jacques, qui proposent du stockage hydrure. Non, en Grand Est, on a une société qui fait de la chaudronnerie, qui propose des réservoirs, mais plutôt des réservoirs en acier pour du stockage intermédiaire qui peut monter jusqu'à 100 bars, mais pas pour de la mobilité. Donc pour l'instant, sur ces réservoirs-là, on est sur des réservoirs cylindriques comme à l'écran, même s'il y a des applicatifs où ces formes de réservoirs entre guillemets, nous posent problème parce qu'on a des difficultés d'encombrement, comme l'a dit Jacques. On a un projet d'innovation, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, qui est une moto de compétition. Alors, qu'on soit sur du 350 ou du 700 bars, la forme du réservoir est sensiblement la même. Et on peut imaginer que sur une moto, on a des problèmes d'encombrement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même des travaux qui peuvent être menés de part et d'autre pour essayer de changer la forme des réservoirs et essayer de les rendre conformables. Donc ça pourra peut-être faire partie des innovations à venir sur cette thématique. Alors là, comme on arrive bientôt à la fin, il faut qu'on accélère peut-être un tout petit peu. Je ne vais pas détailler, mais en tout cas, vous voyez les perspectives de prix au kilo des réservoirs. Donc, c'est le coût pour 1 kilo d'hydrogène, combien coûte le réservoir. Donc, si vous voulez stocker 5 kilos, vous multipliez le prix par 5. Et donc, en fait, l'idée aujourd'hui, on part de pas loin de 700 à 1000 euros le kilo pour le stockage. Et l'idée, c'est de diviser au moins par 2 le prix des réservoirs. Et sur les piles à combustible, le système pile à combustible, on est aux alentours de 200 euros par kilowatt. Et l'idée, c'est de diviser jusqu'à 4 le prix quoi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est encore les parties très chères. Sachant que l'industrialisation fera une très grande partie de ces baisses du coût, parce qu'aujourd'hui, tout ça, ce n'est pas produit en très, très grande série, et que l'industrialisation et l'automatisation devraient aider à baisser les prix. Et bien sûr, après, toutes les évolutions technologiques, bien sûr. Alors là, c'est un graphe pour vous comparer alors ça, c'est les véhicules thermiques. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'ACV, d'analyse cycle de vie. Et c'est vrai qu'on compare de moins en moins les véhicules juste à la consommation, mais on regarde leur impact sur la vie au niveau de leur impact CO2. Et on voit en gris, c'est la fabrication du véhicule. Et à l'autre couleur, c'est l'usage du véhicule. Et donc, on se rend compte que un véhicule BEV qui est un véhicule électrique, eh ben, effectivement, à la fabrication, il a un impact environnemental bien pire bien pire, il est pas loin du double que d'un véhicule thermique. Par contre, une fois qu'il est produit, en fonction du mix énergétique de l'électricité que vous utilisez, en France, vu qu'on est très fortement décarboné, eh ben, vous avez un impact qui est vraiment plutôt intéressant et bien meilleur qu'une voiture thermique. Par contre, si vous êtes sur un mix européen, vous vous rendez compte que vous êtes quand même déjà moins bon. Et si vous allez au Portugal, vaut mieux acheter une voiture thermique qu'une voiture électrique. Parce qu'effectivement, l'électricité là-bas, elle est fortement carbonée. Donc, le bilan carbone d'un véhicule électrique est moins bon. Là, vous avez la situation d'un véhicule qui est hydrogène. Et donc, un hydrogène, alors là, on compare en fonction du type d'électrolyse. Mais on voit qu'en fonction d'une électrolyse française, on est en impact environnemental de la fabrication du véhicule, on est un peu moins, on est meilleur que le véhicule batterie. Par contre, sur la consommation, on est un peu moins bon. Par contre, si on est sur une solution mix énergétique européen, on n'est pas bon du tout aujourd'hui. Et si on est sur une solution vaporeformage, on est quand même un petit peu mieux, mais c'est quand même finalement pas très très bon. Mais quand même, comme nous avons une électricité fortement décarbonée, c'est quand même plus intéressant qu'ailleurs en Europe. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est finalement que le mix des véhicules batterie hydrogène, là, c'est là qu'on gagne énormément. Et c'est pour ça qu'aussi les constructeurs français ont choisi cette solution-là. C'est qu'à partir du moment où on fait un mix entre de l'hydrogène et de la batterie, donc on fait du mid-power, subitement, on fait quand même de belles améliorations dans le bilan carbone des véhicules.
Si vous avez des questions, on pourra pousser un peu plus loin. Là, vous avez aussi ce qui est très intéressant, donc c'est la PFA donc, qui a fait cette étude-là. Et vous retrouvez un peu sur trois axes, sur la maturité, sur l'intégration dans les véhicules et sur les coûts, où sont encore les problématiques. Et vous voyez que finalement, il n'y a plus de problème majeur sur la maturité. On est à peu près mature partout. Bien sûr, c'est ce qu'on disait, hein, les compresseurs, c'est difficile. Si je passe sur le slide suivant, vous verrez que c'est aussi sur le réservoir où on a encore des difficultés d'intégration. Et bien sûr, les coûts. Je vous ai montré hein, effectivement le coût des réservoirs encore très élevé. Et donc, c'est là où il va falloir travailler. Donc ça peut vous indiquer, vous, dans les domaines dans lesquels vous êtes sur de l'assemblage ou sur ce genre de choses, où vous pouvez peut-être agir et peut-être aider les industriels pour améliorer les coûts, peut-être en amenant des solutions peut-être moins chères. Un petit sujet aussi sur la partie compétences métiers. Donc France Hydrogène a fait un inventaire des métiers qui sont impactés par le sujet de l'hydrogène. Alors on y va du chauffeur de camion qui doit faire le plein de son hydrogène et qui doit avoir une formation minimum, au doctorant qui fait des études sur les piles à combustible. Et France Hydrogène a identifié 84 métiers qui étaient impactés dans la filière hydrogène et a déjà identifié 17 métiers qui sont en tension. Et donc là, vous retrouvez, on vous a mis le slide des 17 métiers en tension. Alors bien sûr, on parle d'un soudeur, on va se dire, mais qu'est-ce qui vient faire le soudeur? Le soudeur, vous avez vu qu'il y a de la tuyauterie dans un électrolyseur. Le soudeur qui va souder ses tuyaux, il va devoir respecter certaines normes, certains types de soudure. Donc il va falloir un minimum avoir une petite formation, alors peut-être pas une formation de 200 heures, mais une formation minimum pour qu'il ait des habilitations pour pouvoir travailler sur ce type de travaux. Et donc, si vous êtes, vous, dans vos structures avec certains de ces métiers, il peut être intéressant de se dire, ces métiers-là sont en tension. Si je peux essayer de donner l'information à mes personnes sur ce sujet-là, peut-être que je vais pouvoir me positionner dans la filière hydrogène peut-être plus facilement parce que ces métiers seront très recherchés. Je ne sais pas, Émilie, tu avais quelque chose à complémenter par rapport à… Non, après, je vous invite à aller sur le site de France Hydrogène, donc qui doit être encore de leur ancien nom, afipac.org, et vous avez accès, au travers, sur la plateforme Vigie, il me semble, là, vous avez accès à ce référentiel complet, ce qui permettra de vous donner une vision d'ensemble. Là, vous avez une petite partie de l'étude, mais en tout cas, c'est très intéressant à consulter et ça permet déjà de se projeter dans la filière. On l'a dit au début, mais moi, je parle d'une filière émergente parce que une filière verte émergente, on peut dire, mais néanmoins, c'est dès maintenant qu'il faut penser à se positionner, même si le business, il sera pas demain pour le marché de masse. C'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer pour être déjà dans les starting blocks quand ça va réellement se développer et se massifier. Oui, donc effectivement, il faut aller sur le site de France Hydrogène. Vous avez un livre blanc des compétences et métiers et vous avez un fichier PDF où vous avez le tableau de tous les métiers avec le niveau de compétence. Et vous retrouvez dans le métier, vous retrouvez si c'est juste une petite formation ou si c'est quelque chose de très complexe à mettre en œuvre. Voilà, nous avons balayé pile poil à l'heure tous les sujets. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est l'occasion de poser vos questions sur ce sujet de l'hydrogène par rapport à vos métiers. Pas de questions dans le chat, en tout cas pour le moment. Après, si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas à passer soit par M. Berny, soit directement à nous contacter. On y répondra volontiers. Il y a des choses qui arrivent dans le chat, je crois. Oui, alors merci pour cette présentation. Merci à vous d'y avoir assisté. Et Madame Meyer, bonne fin de journée et au plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On espère quand même que vous avez été
on vous a apporté toute nouvelle connaissance et que vous avez pu apprendre des choses? Ah ben, c'est une découverte en fait. Bon, on en entend parler, mais ça reste très théorique, hein. Là, c'est ce que je dis dans le chat, c'est quand même très détaillé comme présentation. C'est vraiment très très intéressant, un peu technique parfois, mais bon, je pense qu'il faut progressivement se faire une culture du sujet, hein, puisque si c'est l'avenir, il faut forcément qu'on investisse ce sujet. En tout cas, n'hésitez pas, même si les questions ne viennent pas aujourd'hui, mais qu'elles viennent demain par rapport à vos activités, n'hésitez pas. Ouais. Excusez-moi, ouais, Marc de Gardel, peut-être une question de mon côté qui n'est pas technique. Mais est-ce qu'au sein peut-être de la PFA, il y a quelque chose qui est mis en place, un peu une plateforme d'échange entre les différents acteurs de l'hydrogène, peut-être pour ceux qui lancent des activités ou autres et qui seraient en besoin de compétences ou de recherche d'activité ou de sous-traitance. Est-ce qu'il y a en fait une plateforme peut-être d'échange pour interconnecter les différents acteurs de l'hydrogène au sein de Bourgogne-Franche-Comté ou du Grand Est, ou c'est pas prévu Alors, je dirais qu'au niveau de la PFA, les pôles de compétitivité sont là pour assurer ce rôle d'échange. Jacques, tu me corriges, hein, si je me trompe. Dans nos régions, nous, on a nos clubs hydrogène et c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'interconnecter les personnes entre elles, les adhérents entre elles. Enfin, pour ma part, côté Bourgogne-Franche-Comté, j'ai aussi bien une entreprise, j'ai l'entreprise LHH qui fait de la réinsertion de personnes, que j'ai un cabinet d'avocats, que des opérationnels et des industriels. Voilà. Le réseau est très large. Après, une plateforme spécifique dédiée à l'emploi. Non, pas forcément à l'emploi, mais s'il y a des appels à projets ou certaines entreprises qui ont besoin de certaines compétences et qui, du coup, déposent sur cette plateforme. Non, alors pour l'instant, moi, ils me les font passer directement, les offres d'emploi, pour ma part. Jacques, je ne sais pas, toi de ton côté. C'est pas d'offre d'emploi, hein, c'est clairement un besoin Les besoins, oui, pardon. Ou de développement d'une compétence ou d'un service, d'un produit. Alors, c'est vrai que je ne suis pas directement en relation avec la PFA. On a effectivement des gens au pôle qui le sont beaucoup plus. Alors, donc là, c'est la question, je ne sais pas forcément y répondre. Il ne me semble pas. Par contre, la PFA travaille en ce moment avec France Hydrogène, avec les nouveaux systèmes énergétiques, enfin, pour le compétitivité, sur des travaux justement par rapport à des grands bassins de développement de l'hydrogène. Donc, il y a des travaux sur lesquels travaille la PFA. Après, ce qu'on peut peut-être Enfin, moi, ce qui m'intéresserait, peut-être, je dirais, c'est peut-être de faire la démarche en sens inverse. Peut-être qu'il serait intéressant, puisque du coup, hein, M. Bernu nous avait confirmé que vous étiez intéressé pour rejoindre les clubs, que l'UNEA nous fasse parvenir un guide des métiers que vous êtes capable d'accompagner au travers des différents partenaires, aux différents membres que vous avez à vos côtés, et que nous, on puisse diffuser cette information au sein de nos clubs. Et peut-être que c'est là qu'on pourra réaliser des mises en relation intéressantes de part et d'autre. C'est ce que j'allais dire, c'est que l'UNEA est depuis peu adhérente au pôle véhicule du futur et on va candidater pour être également membre des 2 clubs hydrogène là, cet été, dans l'idée justement d'être facilitateur, facilitateur et de mise en réseau entre nos adhérents et les industriels de la filière hydrogène sur les territoires. Et puis, c'est aussi, on fera le lien évidemment avec le consortium inclusif automobile qui est en train de se mettre en place et dont une des vocations est aussi d'aller à la recherche de nouveaux sponsors, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Donc, c'est je pense que la vision qu'on a, et en tout cas l'ambition qu'on a au niveau de l'UNEA, Marc, répond complètement à ce besoin. Ok, très bien. Donc, je pense qu'on fera comme ça, M. Berny. C'est parfait, oui. Merci en tout cas pour cette présentation. Merci beaucoup, ouais. Qui pour nous était une première prise de contact, mais en tout cas très, très complète et très riche. Merci à vous pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et puis, comme dit, nous restons à votre disposition. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée, très bon week-end. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.